va demander une subvention de la région. Et donc, vous, Cécile Blanc, vous êtes quel genre d'astrologue alors? Je suis une astrologue depuis 1992 à peu près. Et j'ai étudié l'astrologie dans un monastère de Kayuling, au centre de Toulon-sur-Arroux. C'est un monastère tibétain bouddhiste. Mais j'ai étudié l'astrologie traditionnelle. L'astrologie d'Hadès avec Emmanuel Lebré. Et oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup. Je crois qu'effectivement l'enseignement de Hadès a été dispensé en Dordogne. Voilà. Enfin, il y avait, je ne sais pas pourquoi, une espèce de synergie avec les milieux bouddhistes. Parce qu'Hadès lui-même devait s'intéresser à ce milieu. En tout cas, un de ses élèves, Emmanuel Lebré. Je le connais bien, oui, voilà. on a des films avec lui. Voilà, oui. A fait 4 ans d'enseignement donc au monastère de Kayuling. Et là, je suis donc une de ses étudiantes. Ça, c'est ma première formation d'astrologie, c'est avec lui. Donc c'est l'astrologie traditionnelle. De Hadès. D'Hadès. C'est pas absolument l'astrologie traditionnelle. Si, enfin, c'est comme une astrologie. Qu'est-ce que vous appelez alors dans ce cas-là, avec Hadès, l'astrologie traditionnelle? Ben, moi, je dirais l'astrologie des planètes, des maisons, des maîtres de maison, toute la technique, si je pourrais dire. Voilà. Oui, Hadès est un maître de l'astrologie traditionnelle. Il en a montré toute la valeur. On dirait l'astrologie de la même que la mienne. Voilà. Je crois que ce qui caractérise Hadès, c'est notamment qu'il est très exigeant par rapport à l'astrologie. Il pense que l'astrologie peut expliquer beaucoup de choses. Donc là, faites attention parce qu'il va très loin dans ses explications. Hadès? Oui. Ah oui. Oui, donc faut pas, avant de dire qu'on est comme lui. Non, de l'astrologie d'Hadès, pour moi, je la qualifie. Non, je parlais de Monique qui disait que c'était la même astrologie que celle qu'elle pratiquait. Il faut peut-être être un peu plus prudent. Avec les maisons, je parle de technique alors. Ah oui, non, mais ça, au niveau des bases, évidemment, c'est la même maison. Mais enfin, je veux dire, l'application, l'utilisation, ce qu'on en fait, elle, par contre, varie. Parce qu'ensuite, j'ai rencontré, une fois que j'ai fini cette formation avec Emmanuel à Kayuling, j'ai rencontré Pierre de Lebar. Eh oui. Je ne sais pas si vous avez... Ah ben si, c'est connu. Oui, voilà, bien sûr. Alors, Pierre Annecy. Alors là, j'allais recevoir des enseignements en tout petit comité, voire même individuel, d'une astrologie beaucoup plus spirituelle, si je puis dire, ou plus ouverte, mais toujours quand même dans ce que j'appelle moi la tradition, les bases, les maisons. Voilà. Plus d'ouverture que j'ai reçue de Pierre. J'ai donc dû faire 3 années à peu près avec lui. Et puis j'ai rencontré aussi, et j'ai étudié donc avec M. Ruperti, qui venait en Suisse à la fin de sa vie. Et donc là, j'ai fait 2-3 années avec lui, des conférences pour apprendre les cycles. Vous alliez chez qui? J'allais à... Non, c'était dans une salle des fêtes, c'était près de Lausanne. Morges, non pas Morges, je ne sais plus le nom. Mais on allait là, on était une quinzaine. On a fait des réunions à Morges, effectivement. Voilà. Mais il y a eu aussi l'association Ouranos aussi, non, vous ne l'avez pas connue? Non, c'était. Qui organisait des trucs avec Ruperti. Enfin, voilà. C'était le RH, non? C'était l'astrologie humaniste. C'était l'astrologie humaniste. Oui, c'est ça. Mais c'était M. Ruperti lui-même, parce qu'il habitait tout près. À Juriens. Voilà. Il habitait tout près, donc il réunissait comme ça une fois par mois. Et donc nous, on montait du Jura avec 2-3 personnes. Et là, avec M. Ruperti, j'ai vraiment appris tous les cycles. Les cycles planétaires, cette notion que je n'avais pas reçue, disons, dans l'astrologie d'Hadès, ou moins approfondie. Donc voilà ma formation, mes bases de formation d'astrologue. Eh bien, continuez, moi je vous laisse, je reste un peu en retrait pendant les 30 premières minutes, voilà. Alors je laisse Monique poser des questions, je ne sais pas. Oui, alors quand vous parlez de cette approche bouddhique, parce que vous avez fait des études dans un monastère, qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à l'astrologie traditionnelle? Alors donc, on est bien d'accord, c'est l'astrologie occidentale. Hein, mes bases pour l'étude du thème, c'est vraiment l'astrologie occidentale. J'ai fait un stage juste d'astrologie tibétaine, mais non, je ne suis pas rentrée dedans parce que c'est vraiment un autre monde, apprendre toute une autre astrologie. Et moi, disons, mon code de lecture, c'est plutôt l'astrologie... classique. Voilà. Maintenant, ce que m'apporte le bouddhisme, puisque je suis pratiquante bouddhiste. Ah bon, quand même. Voilà. En fait, j'ai étudié l'astrologie avec Emmanuel Lebré, et petit à petit, j'ai rencontré le bouddhisme, la pratique bouddhiste. Et donc, ce que m'apporte la pratique du bouddhisme, eh bien, évidemment, c'est peut-être une grande tolérance par rapport au vécu des gens, ou une compréhension, une philosophie de vie, et puis pour
pour les consultants aussi, et puis les personnes, quoi. Mais je ne peux pas dire, je ne me présente pas, si vous voulez, aux gens comme astrologue ou bouddhiste. Certains qui le savent, oui. Sinon, bah voilà, je suis astrologue, point. Ça n'a Bouddhiste pas... astrologue. Oui, bouddhiste astrologue, peut-être. Et puis aussi, au niveau de ma démarche vraiment personnelle, il est vrai que comme je suis croyante, je n'ai pas trouvé dans l'Église, chez les catholiques, un enseignant d'astrologie. Si ce n'est Pierre de Lebar, qui était, lui, de tradition chrétienne, mais bon, pas vraiment dans l'Église. Donc je cherchais quand même une astrologie, si vous voulez, qui pouvait me permettre de relier ma foi, ou voilà. Donc c'est pourquoi finalement j'ai trouvé dans le bouddhisme. C'est tout. Alors comment vous abordez un thème natal? Comment vous travaillez avant de consulter sur un thème natal? Comment je le prépare? Vous l'abordez, oui. Si on me donne les Au coordonnées. travers de quoi? À partir du moment des coordonnées, ordonnées sans lieu, vous avez un thème monté. Voilà. Comment vous travaillez? Ouais, d'abord je le redessine, moi. Hein. Je le dessine. Je le dessine et je me... Montez vous-même. Voilà. Je le monte, je redessine mon thème et je rentre en posant l'ascendant, les planètes, les unes après les autres. Je m'imprègne de l'énergie de la personne. Enfin, j'essaye de prendre contact avec elle. Et surtout avec, évidemment, ce qui se passe dans son thème au moment où je monte son thème. C'est-à-dire tout ce qui est transit. Voilà. Parce que j'essaye, et est-ce que, je ne sais pas si c'est dû à... Je pense que c'est des astrologues. Vous ne voulez pas enfermer la personne de façon figée dans son thème. Non. Vous le voyez en thème, en perspective, en évolution. Surtout, est-ce que c'est la pratique bouddhiste qui m'a pris ça? Je ne sais pas. Oui, mais surtout dans l'instant présent. C'est-à-dire, je sais que Saturne ne fait pas sur un transit de Saturne posé Uranus qui touche juste telle et telle partie du thème, donc je vais axer. Mais avant, je suis quand même rentrée dans la compréhension un petit peu de la personne au niveau énergie, mais je fais jamais un thème, une consultation sur les transits. D'accord, mais quand vous dites que je rentre dans la personne au travers de l'énergie, par rapport au thème et à la position des planètes, comment vous rentrez au niveau énergie par rapport à la position des planètes du moment? Du moment? Oui. Non, je vais déjà... Enfin, moi, comment je fais? J'ai déjà plutôt avoir une idée. Voilà, le soleil, son ascendant, sa lune. Vous voyez, je les pose une à une. Les Vénus, voilà. Et puis, j'ai comme je sais pas, une intuition, un ressenti de la personne. Et puis ensuite, voilà, je dis, bon, maintenant que, voilà, c'est ce qui se passe dans son thème, c'est ça. Saturne fait voilà. Et puis, là, eh bien, j'essaye de voir de quoi ça passe. Ça parle de son maître de 7, de son maître de 2, voilà. Je reprends ma technique astrologique classique, et puis... Et quand vous parlez du Soleil et de la Lune, puisque j'ai entendu que c'était les deux planètes qui sont les planètes rapides, oui, que vous commencez à observer, et vous en dites quoi? C'est par rapport à quoi? Vous regardez le Soleil et la Lune pour dire, interpréter comment? Moi, par exemple, j'interpréterais le Soleil comme le moi profond de l'individu, c'est-à-dire, est-il son Soleil? Ça, je ne sais pas. Et puis la Lune, comme le fait qu'il va manifester et qu'il va pouvoir incarner cette énergie solaire dans son thème, dans tel ou tel signe, telle ou telle maison. Mais le Soleil, moi je pense que c'est vraiment au cours de la vie qu'on peut développer cette énergie. C'est comme ça que je vois les choses. Alors maintenant, c'est à vous de dire, vous ne faites pas d'astrologie? Non, pas du tout. C'est vous qui faites de l'astrologie. Voilà. Bon, ben, on peut reprendre, hein, de toute façon. Je m'en suis expliqué tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Mais néanmoins, je vais quand même vous donner quelques renseignements. J'ai fait, moi, mes études d'astrologie à Paris, une école qui s'appelle Agapé. C'est une école de psycho-astrologie européenne. Donc, avant de travailler vraiment sur un thème, on a abordé pendant une année, c'était du temps plein, certaines... On a étudié Freud, Jung, puisque l'école est jungienne, avec tous les mécanismes de défense, enfin tout ce qu'on peut, les pathologies, aussi on aborde aussi les pathologies, voilà. Et on parle de la Lune et du Soleil, alors pour nous le Soleil représente le Père, ah oui, l'autorité, la hiérarchie, ah oui. Et la Lune, la mère, l'intuition, la rêverie imaginaire. Oui, la Lune aussi, la mère, oui, ça j'ai pas. Oui, voilà. C'est pour ça que je me demandais comment vous abordiez. Et après, je travaille au niveau de la position des planètes, des transits de l'année. Les aspects harmoniques ou disharmoniques que les planètes font entre elles. Si dans le thème il y a beaucoup d'opposition, c'est-à-dire des planètes à 180 degrés l'une de l'autre,
où la personne est souvent bipolaire par rapport à ces deux planètes, Voilà. bascule Voilà. d'un mode sur l'autre. Est-ce que vous travaillez aussi comme ça? Ah oui, oui, oui. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir quelle est au moment où la personne vient me contacter, quelle est la problématique qui est en jeu pour elle. Parce souvent les personnes viennent me contacter quand ils sont dans un tournant de leur vie, je pense, ou qu'ils ont une question très précise. Et moi, je pense qu'avec les transits, on répond au moment de la personne, même si elle voudrait évoquer autre chose, quand même, on peut se mettre en lien avec elle. Alors, les personnes vous consultent plus par rapport à quoi, là, actuellement? Présentement, les personnes me consultent beaucoup pour des problèmes affectifs et des problèmes professionnels, ou des problèmes professionnels. Oui, affectifs et professionnels. Est-ce que vous arrivez à déterminer ce qui vous distingue, ce qui vous différencie toutes les deux pour l'instant? La lune et le soleil, la lune la mère, le soleil le père, la relation au masculin et au féminin. Oui, ça d'accord. D'accord, Oui. voilà. Ah, moi j'aime beaucoup travailler les liaisons, ça c'est ma passion. Moi je crois que ce qui vous distingue, c'est que, effectivement, comme dit Cécile Blanc, elle essaie toujours de voir à quel moment la personne se trouve. Ah oui. C'est ce que je fais aussi dans vous faites quand ça? je parle des transits planétaires. Oui. Je travaille sur le thème natal, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de blocage, ce qui ça a pu se passer au moment de la naissance. Ah oui. Et après, je travaille avec les transits planétaires. Si la personne me consulte, par exemple, le 14 mai, Voilà. je regarde les transits planétaires à partir du 14 mai. Et je lui dis, voilà, vous avez Jupiter, ou Mars, ou Vénus, et je fais des transits sur une année environ. Ah oui, parce que vous, alors donc, vous partez, le thème, vous le voyez beaucoup au niveau psychologique alors. Au niveau psychologique, et après au travers des transits planétaires, au niveau, on va dire, entre guillemets, événementiel. Oui, événementiel. Par rapport à des possibilités de rencontres avec Vénus, des possibilités de travail avec Jupiter qui était l'aspect, des probabilités, problèmes de santé en fonction de Mars. Je regarde si le maître de la maison 6 est en 12, si le maître de la maison 12 est en 6, qui donne des indications souvent sur une pathologie mentale, ou alors que la personne travaille plutôt dans un milieu médical, et ça c'est quand même avéré. Je ne sais pas si vous travaillez avec les maîtres de maison, vous venez de le dire. Oui, les maîtres de maison. Voilà. Est-ce que vous avez vérifié que souvent quand on rencontre le maître de la maison 12 en 6, la maison 12 étant la maison de la conscience, la maison 6 la santé et le travail, ou inversement le maître de la maison 6 en 12. Oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je me suis pas amusée à faire ces genres de choses en fait. Par contre, ce que je fais, c'est par exemple si je sais que c'est son maître de 6 qui est touché, parce que voilà, quand la personne vient me voir, il y a un transit sur le maître de 6, là, évidemment, je vais parler de santé, de vie quotidienne, tout ça. En réalité, je crois que je suis très 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 précise dans ma lecture dans la consultation. J'ai l'impression. Je vais vraiment essayer de pointer la problématique du moment. Ouais, voilà. Parce que je trouve que le thème est tellement vaste, on peut prendre les choses. Tout aborder, on va faire tous les cycles non plus. Voilà. Et puis on a 1h30, des fois les personnes elles ont un suivi, quelquefois avec moi. Elles peuvent avoir un suivi si elles sont en transit uranien, donc ça dure plus longtemps, ou en transit, vous voyez. Et puis sinon, elles viennent une fois et puis elles sont contentes. Ou elles reviennent l'année suivante pour la révolution solaire. Voilà. Vous faites la révolution solaire? Moi, je ne fais pas trop les révolutions solaires comme moi. Mais si les gens me le demandent, oui. Je sais pas. J'explique. C'est pas tellement motivé. C'est pour l'année, c'est ça? C'est la date anniversaire, là où se trouvent les planètes, au moment où le Soleil est à la même position que lors de naissance, mais les planètes ont bougé. Pourtant, ça peut être riche, puisque c'est dans le ici et maintenant, dans si, l'année en cours. Si les clients me demandent, mais disons moi, ils ne me demandent pas souvent, enfin, c'est pas vraiment mon truc. Vous appuyez pas forcément non, dessus? pas forcément, non. Donc votre outil de prévisionnel, ou si pour situer, c'est quoi? Au moment où ça se passe, qu'est-ce que c'est? Les configurations que vous considérez? Tous les transits, surtout tous les transits. C'est la lunaison, c'est quoi? Parce que c'est aussi les progressions, c'est les progressions? Je peux faire des progressions aussi. Oui, non, mais parce que justement... Non. Ça, les progressions, je les fais quand c'est un suivi avec une personne. Parce que j'ai des personnes qui font un suivi. Donc votre outil le plus commun, c'est lequel? C'est le transit. C'est le transit planétaire, les carrés, les... C'est les retours aussi? Oui, les cycles, tous les cycles planétaires, tous les transits. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les cycles des axes karmiques, des 18 ans. Vous travaillez sur les nœuds? Ah oui, sur les nœuds lunaires, sur la lune noire. Et ça, c'était déjà enseigné par Emmanuel Lebray? Oui, Emmanuel enseignait. Le premier stage que j'ai fait à Cayoling, d'ailleurs, comme par hasard, c'était un stage lune noire.
sur la lune noire. Donc, mais Hadès, par contre, lui, oui, je pense que ça venait de lui aussi, je ne sais pas. Et les axes, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Parce qu'en réalité, ce que je prends comme transit ou comme cycle, j'aime aussi les lunaisons, mais ça, les lunaisons, c'est encore autre chose. Parce qu'on peut faire le cycle de la lune, tous les 28 jours et tout. Bon, là, c'est ce que je fais avec mes élèves. Parce que j'ai des groupes d'élèves. Voilà. Ah ouais, vos élèves, il y a un suivi mois par mois, voilà. Lunaison par lunaison. Voilà. Normalement, on était là. Bon, cette année, on a changé de place. Il y a des cours qui ont lieu dans cet espace. Voilà, qui avaient lieu dans cet espace. Oui. Et là, elles sont chez une amie demain, par exemple, il y en a un. Mais je vais essayer de le refaire l'année prochaine. Oh, on est une dizaine, une douzaine. Oui. Voilà, à peu près en moyenne. Et ils vous suivent sur une année entière, en fait. Ah, il me suit sur une année entière et puis plus. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est presque... Moi, ma passion, c'est vraiment la recherche, entre guillemets. C'est infini, hein, le thème, on sait bien. Alors, alors bon, c'est un petit peu ça que je fais, alors avec des groupes, ici, à Valentilière. Voilà, c'est intéressant, parce qu'au niveau recherche aussi, bon, par rapport à Besançon, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est justement pouvoir faire des recherches, mais en pluriactivité. Ah oui. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des personnes qui sont intéressées au tarot, à la numéro, et vous pouvez faire des... moi je fais aussi. Oui, de toute façon, on n'est jamais monolithique. Et d'ailleurs, j'ai une personne de Besançon qui vient demain. Je pourrais vous la faire connaître, parce qu'elle voudrait d'ailleurs peut-être aussi s'installer astrologue à Besançon. Donc elle n'étudie pas qu'avec moi. Mais disons ici, c'est des groupes d'études astrologiques, mais on pourrait dire de recherche. Parce que, vous voyez, moi j'aime aussi les astéroïdes. Bien sûr que quand on est un client, on ne peut pas étudier tout son thème, mais après, avec les élèves, on peut prendre n'importe quelle symbolique. Cette année, on s'est mis sur l'opposition Saturne-Uranus, bien sûr. Comme tout le monde, comme tout à chacun. Non, ben disons... Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, la recherche? La recherche en astrologie. Le mot recherche, oui, c'est ça. Oui. Le mot recherche en astrologie, vous voyez, par exemple, M. Albrode, ce serait de taper sur Internet et de voir tout ce qu'il y a comme nouveaux astéroïdes qui sont trouvés et quelle est leur symbolique. Et de les introduire dans le thème. Et de les introduire dans le thème. Voilà, c'est ça. De rendre vivant. Comme par exemple, l'année dernière, on avait terminé sur Phollus, le passeur de Saturne à Neptune, et comment symbolique il va jouer dans nos thèmes. Là, aujourd'hui, dans les 2-3 mois, notre Phollus, à nous, là, les années 50 comme ça, va être complètement touché par le nœud nord. Donc tout ça, c'est des études qu'on fait avec les étudiants. La mythologie, par exemple, aussi. La mythologie. La mythologie qui est d'ailleurs alimentée par les astronomes, parce que c'est les astronomes qui nomment les planètes. Alors ça, c'est notre passion, ça. Ça, c'est notre passion quand on étudie des lunaisons. C'est comme une incarnation du mythe. Hein. Ah ben voilà. Et bien moi, mon truc, c'est, avec les élèves, c'est comment le mythe s'incarne dans nos thèmes. Alors, mais alors après, évidemment que si on travaille un mythe sur quelques mois, et les clients vont avoir souvent les clients vont avoir ce mythe. Ils vont se connecter à moi à travers ce mythe, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très intéressant. C'est vrai que dès qu'on est sur un sujet... Ah oui, on est sur un sujet, et après tout se relie. Mais ça, c'est une forme d'astrologie, c'est très particulier. Autant l'astrologie, il y a une astrologie qui est au contraire très... qui travaille toujours avec les mêmes cycles, avec les mêmes planètes, et puis ça bouge pas, et puis ça revient. Et là, au contraire, c'est une astrologie florescente qui évolue. Il y a de nouvelles planètes qui viennent d'être découvertes, on lui a donné un nom, allez hop, c'est tout à fait autre chose. Hein, c'est une autre... On essaie de voir si ça peut jouer dans nos thèmes et comment on pourrait se l'incorporer. Oui. Il est vrai que des cycles de 92 ans comme Phollus, pourquoi pas? Parce que maintenant... Donc vos thèmes, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus riches au niveau des collections. Ah oui. Mais chaque fois, ça permet de les renouveler un petit peu. Les thèmes? Oui, parce qu'on a chaque fois automatiquement un aspect quelque part avec une de ces nouvelles planètes, et donc... oui, c'est très très riche. Et c'est très féminin, je suppose, votre groupe, non? Le groupe est féminin. J'ai 2 hommes, un dans le Jura et un sur Dijon. Mais sinon, j'en ai eu quelques hommes, mais bon, beaucoup moins, quoi, c'est sûr. Oui. Ah oui. Et comment vous incorporez la tarologie à l'astrologie? Est-ce que vous faites un rapport entre votre thème et la tarologie? Oui, et puis alors surtout ce qu'on fait, là par exemple qu'on va faire demain, c'est quand on commence une lunaison, on la prépare, nouvelle lune, on date tous les événements, et tous les 7 jours, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, deuxième quartier, les personnes, pour approfondir encore et encore la symbolique, vont tirer une carte de tarot. Comme ça, elles apprennent les liens, enfin nous apprenons les liens entre
l'énergie de la carte, l'énergie du cycle lunaire dans lequel on est. Ça fait penser un peu au mot enchantement. Ah oui, oui, oui. C'est l'enchantement du monde. Alors on a les cartes du tarot, on a les nouvelles planètes, les nouveaux dieux qui arrivent, qui s'incarnent. C'est une astrologie très romantique, très poétique. Hein. Très poétique. Mais alors là, je suis contente que vous me disiez ça, parce que Pierre Delebarre, c'était son truc, son mot. Hein. Il me disait toujours, Cécile, l'astrologie, c'est... L'astrologie du verbe, il avait écrit un de ses bouquins. Oui, la symphonie du ciel, c'est monsieur Ruperti qui a écrit ça, je pense. Hein. Mais Pierre, c'était un poète de l'astrologie. Et moi, je pense que je suis... C'est ce que je... Sa descendante, en quelque sorte. Ah oui, c'est souvent, je lui disais, Pierre, je suis ta fille. En astrologie. Ta fille spirituelle. Hein. Ah oui, oui, vraiment. Et Pierre Delebarre, il avait créé ce qu'on appelait la fraternité du pardon, justement, alors là, c'était la dimension neptunienne de l'astrologie, auquel M. Ruperti nous invitait, juste avant de mourir, à passer à cette dimension beaucoup plus vaste, et donc Pierre aussi. Justement, j'aimerais bien que vous nous parliez de Ruperti, du message de Ruperti, parce qu'on a quelques conférences de lui, et qu'est-ce qu'il voulait faire passer avant tout, Alexandre Ruperti? J'ai l'impression qu'il... Moi, je vous dis très franchement, à un certain moment, on a l'impression qu'il remettait en question l'égocentricité des gens. Oh là là, complètement. Oh, mais alors là, vous savez, moi, le souvenir que j'en ai... C'est un peu paradoxal, parce que le thème, comme on peut être à la fois pour le thème astral, et pourquoi on dit aux gens, ne vous polarisez pas sur vous, sur votre petit moi, il disait. Ah, complètement, toujours. Alors vous pouvez m'expliquer comment tout ça cohabité dans son discours, parce que moi je m'identifie assez bien à son discours sur le fait de ne pas se polariser sur son moi, mais en même temps, l'astrologie qu'il utilise, elle va dans le sens justement de malgré tout, c'est quand même le moi qui est quand même au cœur de l'astrologie. Moi j'ai eu que des cours de M. Ruperti, j'ai pas eu de thème individuel, d'une lecture de thème individuel. Donc, non, mais enfin, il ne remettait pas en question le thème individuel quand même. Non. Donc il ne remettait pas en question le thème individuel, mais en même temps il disait il se plaignait que les gens soient trop axés sur eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Vous expliquez cette contradiction? Parce que lui, les enseignements que je me souviens bien maintenant, ce qu'il expliquait, par exemple, les 12 maisons, comme il les expliquait, c'était complètement en lien. C'était toujours une évolution. Il n'y avait rien qui était figé. C'est peut-être ça qui nous reprochait à nous, étudiants, si on était trop polarisés. Oui, ça c'est vrai, oui. Il avait toujours cette idée-là. Et puis alors, M. Ruperti, il disait à 84 ans, c'est l'âge pour l'humain en ce moment, et il est mort à 84 ans. Hein. Ah oui, oui. C'était vraiment magnifique. Bon. Et puis il n'avait aucun attachement il était toujours ouvert à une interprétation, enfin, ce que disait quelqu'un. Oui, il n'y avait jamais rien de figé. Non. D'abord, je sais même pas. D'abord, les humanistes, ils n'écrivent jamais une définition de Saturne en Gémeaux, Saturne en Lion, jamais. Eux, c'est toujours extrêmement vivant. Ça, c'est le message que j'ai eu de M. Ruperti. Il n'y avait aucun attachement à... Martine Barbeau, quand elle donne ses définitions, les planètes en signe. Ouais. Vous avez connu Martine? Oui. Alors allez-y. Oui. Là, je pense que... Non, vous vouliez parler de Martine Barbeau, donc justement. Oui, qui travaille beaucoup en astrologie avec la position des planètes en signe et leur signification. Voilà. En signe dans le thème ou en transit? Ah oui, mais justement, ce que tu es en train d'expliquer, Cécile Blanc, c'est que, et moi personnellement, je suis plus favorable à cette forme d'astrologie, c'est-à-dire que le thème n'est pas aussi essentiel que ça, en fait. Hein. Non. Parce que, bon, c'est vrai quand même que vous travaillez sur le transit, mais malgré tout, d'abord au niveau des directions, le thème évolue. Oui. Deuxièmement, on tient compte... donc en fin de compte, il y a quand même deux astrologies là que moi je vois, moi qui suis un peu comme habitué, il y a quand même deux idées d'astrologie un peu différentes. Hein. Et quand vous dites que le thème natal n'est pas aussi essentiel que ça, il est essentiel pour les transits, parce que quand vous avez fait un transit... Il est essentiel pour les transits, mais pas au point de... Pas bien par rapport à la position de la planète natale. Oui. On ne peut pas faire de transit planétaire si on n'a pas étudié, si on ne sait pas ce qui a provoqué un Saturne, un transit dans un thème, lors d'un passage ou d'un carré de Saturne, on a du mal de définir ce qui peut se passer par rapport à un transit planétaire. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, surtout Pierre Delebarre, et je me souviens très bien, par exemple, si on parle de Vénus en Lion, il me disait, mais Cécile, toi, qui n'as pas Vénus en Lion, comment peux-tu parler de Vénus en Lion? C'était à ce niveau-là que je veux dire la chose. C'est-à-dire Vénus en Lion, nous en avons une
on a étudié ce que c'est, on va essayer de l'intégrer et tout, mais ça peut encore être nouveau quand on va être... Et puis d'autre part, je pense, pour répondre à votre question, Monique Durel, c'est qu'en fait, on fait le transit, mais c'est presque une sorte de méthode de travail. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en réalité, c'est ce qui va activer. Oui. On va regarder que ce qui va être activé par le transit. On va regarder du thème ce qui est activé par le transit et non pas forcément le thème dans sa totalité. Voilà. Par exemple, si c'est Vénus en Lion qui est activé, par exemple, c'est Vénus en Lion, et puis là, eh bien, c'est quand même la personne qui a ce Vénus en Lion qui va aussi nous aiguiller pour dire comment elle le vit. Ce transit de Saturne sur Vénus. Voilà. Oui, mais c'est aux antipodes, effectivement, d'une astrologie karmique, par exemple, qui, elle, est très centrée sur le thème natal. C'est parce qu'elle voudrait que le thème natal donne... Il y a vraiment deux astrologies. Une astrologie du mouvement, une astrologie de la constante. Alors, il y a des gens qui sont en demande de constante, c'est-à-dire qui veulent que le thème soit une sorte de moi, qui soit là, qui se perpétue, qui se prolonge tout au long de l'existence. Et finalement, les transits ne sont que des petites vaguelettes, mais ça ne va pas changer fondamentalement le fond du thème astral. Alors qu'inversement, il y a d'autres personnes, apparemment, qui, eux, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose dans le thème astral qui est là, mais le thème astral lui-même est une base qui va évoluer. Le thème astral est une base prévisionnelle, parce que les progressions vont pas rester celles du moment de la naissance. Les transits vont aussi faire activer les choses autrement. Donc en fin de compte, je ne crois pas qu'il faut chercher à tout prix à être d'accord entre nous. C'est pas la peine de dire non, il y a réactive. Voilà. Et ce qui s'est passé au moment de... Ah oui, vous voyez, oui. C'est juste aussi de voir comme ça. Ça réactive des choses qui auraient été inscrites dans l'enfance. Voilà. Ça c'est juste. Mais par contre, on peut pas savoir, enfin moi personnellement je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir le niveau d'intégration que le consultant a de son énergie planétaire qui est transitée. Là on est d'accord. Vous avez peut-être quand même par rapport à ça, moi je travaille en numérologie humaniste, quand même parce qu'on a la symbolique des nombres, des planètes, mais il y a aussi dans la matérialité, la symbolique dans la vie. À travers l'entretien, la personne, en aiguillant, où elle va nous expliquer, par rapport au travail, ou je vais avoir une voiture comme ci, ou j'ai un animal, je dis n'importe quoi, mais ça peut donner une symbolique expliquant que nous, par synchronicité avec telle planète, tel symbole, on va comprendre où elle peut en être plus ou moins. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'était si important d'écouter l'autre pour savoir exactement le niveau... le niveau où elle en est. Où elle en est aujourd'hui. D'écouter et regarder la personne, parce que vous pouvez voir rentrer quelqu'un et dire c'est quelqu'un de très vénusien. Voilà. Même sans consulter son thème. Tout à fait. Le langage non verbal. En fonction de son apparence physique, si c'est quelqu'un qui est très coquette. Voilà. Donc finalement, est-ce que quand même quelque part vous avez des constantes du genre, par exemple, il est bélier, il est taureau, enfin, est-ce que ça vous intéresse ou pas de savoir que quelqu'un... Est-ce que vous mettez des étiquettes sur les gens parce que, comme finalement, quand on regarde en pratique ce que vous dites, c'est pas si facile à réaliser. Quand les gens seront... Bon, vous ne pouvez pas constamment calculer les transits des gens que vous rencontrez. Ah, mais ce que je rencontre ici... oui, là, il y a un travail qui se fait. Mais d'une manière générale, en pratique, il y a une lourdeur qui fait que finalement, les gens vont quand même... dire que cette personne-là, elle est comme ceci, comme cela. Non, de nature, je fais pas ça. Non, mais je pose la question, je me dis, c'est très joli ce que vous dites, mais en pratique, est-ce que ça se fait comme ça? Parce que parfois, il y a la théorie et la pratique. Certains astrologues, oui, en disant, il est lion, elle est taureau, ceci, cela, et je disais qu'un lion, c'est quoi être lion? Ça veut dire qu'au moment de la naissance, le soleil est de la constellation du lion. Voilà. Ou dans le signe. Maintenant, vous avez des gens qui sont lions, moi je crois dans mon cas, qui suis très lion, parce que j'ai un amas planétaire en lion. Oui. Mais vous avez des gens qui sont du signe du lion parce qu'ils ont le soleil en lion, voilà. Mais qui sont moins lionisés, on ne va pas comment le dire. Exact. Et c'est valable pour tous les signes. Je veux dire, ça va dépendre de ce que le maître d'ascendant fait avec le signe solaire. Mais par exemple, au niveau de la relation entre... Parce qu'il y a une question qui est très intéressante, c'est est-ce que les astrologues vivent l'astrologie entre eux? Est-ce que les gens vivent selon l'astrologie? Est-ce que, par exemple, quand vous avez un groupe de personnes qui sont étudiants en astrologie, est-ce qu'ils se servent d'astrologie dans leur relation entre eux? Parce que c'est pas facile. Par exemple, regardez, vous parlez des transits. Bon, d'accord. Est-ce que les gens n'ont pas en tête je crois que vous ne vous rendez pas compte vous-même, ils n'ont pas en tête les degrés de les degrés de tous les thèmes et savent que toi tu as Mercure à tel endroit et non. donc en pratique ça paraît assez infaisable en réalité.
Ça renvoie à une question que j'aurais aimé vous poser, moi, de pratique. C'est vrai que vous allez avoir quand même des calculs assez importants. Mais finalement, comme ce sont des supports qui nous aident, c'est vrai que, bon, de ce que vous avez dit, de ce qu'on avait échangé, nous, dans la pratique de numérologie humaniste, c'est l'entretien, donc c'est le contact, c'est l'interférence avec la personne, et c'est dans l'échange que finalement il y a le vivant, quoi, ce qui se vit. Et en fait, comment dire, la question c'est, est-ce que ça vous est arrivé des fois, ne serait-ce que prendre un rendez-vous au téléphone, et à travers ce que vous dit la personne, en 2-3 mots, moi ça m'est arrivé déjà d'avoir une piste énorme, la personne, ah, vous me parlez de ça, et il y a déjà une prise de conscience, il y a déjà quelque chose, alors qu'elle n'est même pas venue en entretien, parce que finalement c'est déjà dans le relationnel avec la personne, et c'est là où on voit que bon, il y a un support qui permet de creuser, d'aller pouvoir aller très loin, mais ça peut être le jeu aussi à un moment de se dire, bah, je reçois quelqu'un, et finalement sans support, je me perçois que... Oui, c'est la question que pose Didier Signoret, c'est qu'est-ce que vous captez sans l'astrologie en fait? Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'astrologie en fait? Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'astrologie pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce que pensent les gens, etc. Mais c'est-à-dire que moi, tout à fait, par rapport à ma pratique personnelle bouddhiste et tout ça, je pense que d'ailleurs, l'outil astrologique n'est qu'un moyen que les personnes, un outil pour que les personnes entrent en contact avec leur moi profond, leur histoire. Et je suis c'est un outil que j'ai, l'astrologie, que j'aime beaucoup, que j'aime par-dessus tout. Donc voilà, je l'exploite pour les autres. Mais à la limite, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de ça. Oui, mais vous, est-ce que vos élèves, parce que au fond la question que je vais vous poser, c'est pourquoi les élèves, ils veulent de l'astrologie? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'astrologie? Ces gens-là qui vous viennent à vos cours, est-ce que ça correspond à un manque? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui leur manque? Ils espèrent que l'astrologie va compléter ou compenser quelque chose qui ne va pas très bien. Pas très bien au niveau de la perception, pas très bien au niveau de la relation. Oui, oui, tout à fait. Quelque chose qui perçoit, parfois ils ont l'impression peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, je ne sais pas où ils comprennent. Qu'est-ce qui fait est-ce qu'il y a quelque chose, là on n'est plus au niveau du client, est-ce que la volonté d'acquérir cet outil... Oui, même pour nous d'ailleurs. Ils viennent aussi certainement chercher quelque chose et trouver quelque chose au niveau du mystère. Ah ouais. Moi, je pense. Leur propre mystère déjà. Et oui, et puis au niveau de... Parce qu'il y a le mystère de l'astrologie, mais aussi leur propre mystère qui leur fait problème. De la vie, de la mythologie, de tout cet inconscient collectif, moi je pense. Puis c'est vrai que dans les formations, il y a toujours cet aspect... on fait aussi un travail sur soi, quelque part, en même temps qu'on se forme. Et comme le disait Max, par exemple, par rapport en tant que formateur... Max Athanase, qu'on avait vu tout à l'heure, où moi je vois notre prof, première question qu'il nous pose, qu'est-ce que vous venez faire ici? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous venez faire ici? Pourquoi vous voulez vous former en numéro, en astro? Oui. Et c'est vrai que ça évolue au fur et à mesure du temps, quoi. Et c'est intéressant aussi. Bon, c'est vrai que ça ramène à soi, quoi. Mais pour autant, bon, je veux dire, on peut très bien avoir un manque à un moment donné par rapport à quelque chose, comprendre des choses et évoluer par rapport à ça, et puis acquérir quand même un outil et s'en servir pour... Je crois qu'il faut distinguer entre la raison pour laquelle on va à l'astrologie et pourquoi on y reste. Ouais, mais parce que par exemple là, les gens, quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on a forcément une idée fausse de ce que c'est. Ce n'est que petit à petit qu'on comprend certaines choses. Donc finalement, l'accroche n'est pas forcément celle qui va ensuite jouer. Par exemple, la mythologie, est-ce que c'est vraiment le point de départ de l'intérêt pour l'astrologie, par exemple? Donc, voyez-vous, donc c'est pas ça qui a déclenché. Oui. C'est ensuite qu'ils se disent, oh, l'astrologie, c'est enchantant, etc. Oui. Mais ils se disent pas l'astrologie. Donc, pour eux, l'astrologie, au départ, c'est quoi? C'est les 12 signes du zodiaque. Qu'est-ce que c'est l'astrologie? Quelques gens les connaissent comme ça dans le public. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont vouloir suivre des cours. Qu'est-ce qui motive les gens à suivre des cours d'astrologie? À commencer à en suivre, à s'inscrire. À s'inscrire à un cours d'astrologie. Oui. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce que c'est à partir des prospectus que vous avez distribués? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme support pour savoir que c'était avec vous qu'il fallait faire quelque chose? Ils vous ont pas vu la télévision? C'est beaucoup. Non, surtout, et même pas une interview, c'est le premier. Voyez-vous, donc, non, c'est pour vous dire que c'est-à-dire, c'est une question qu'on se pose à Téléprovidence. C'est-à-dire finalement, comment les gens se décident. Quand quelqu'un voit pendant 1 heure, 1 heure et demie une personne s'exprimer, il se dit, bon, bah, ça m'intéresse. Voilà. Sa façon d'être m'intéresse. Oui. Mais autrement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un petit prospectus. Ils ont 5 ou 6 lignes. Où la personne présente son activité. Oui. En fait, c'est plutôt qu'ils m'ont connu. C'est plutôt qu'ils m'ont connu, les gens qui m'ont connu
par la consultation ou par moi-même. Je vais poser une dernière question. Par exemple, vous parliez des maîtres de maison. Quand vous avez en consultation quelqu'un qui vient et qui est un maître de la maison 6, qui est mal aspecté, vous pourriez dire qu'il aurait des problèmes professionnels, des problèmes de maladie, c'est ce que vous pouvez dire? Oui, voilà. Parce que son maître est mal aspecté ou parce qu'il est ailleurs dans une autre maison? Parce qu'il est mal aspecté en transit, on est d'accord. Ah oui, parce que c'est ça. C'est pas des maladies qui sont fondamentalement ancrées dans le thème natal. On est bien en transit natal, parce que c'est au moment où il vient que Mars ou que Saturne fait un aspect avec son soleil ou avec son maître de 6 ou comme ça. Oui, là je dis qu'il peut avoir des problèmes de santé. D'accord. 5, les problèmes sentimentaux, parce que c'est la maison. Oui, voilà. On va. Alors, vous l'écoutez alors Merci de nous avoir reçus. Voilà, élève d'Emmanuel, j'ai rencontré, et puis voilà, souvent on m'a dit, oh, ben t'expliques bien, donc ça serait bien que tu nous enseignes, c'est comme ça, mais en fait, ben voilà, c'est plutôt le bouche à oreille. Parce que comment ils font les autres astrologues pour se faire... Ben c'est effectivement, c'est ce mot qui est apparu quand j'ai demandé aux gens, par exemple, je disais à certaines personnes, oui, ça serait bien que vous alliez sur Téléprovidence, parce que les gens sauraient qui vous êtes. Alors, ils disent, ah mais nous c'est le bouche à oreille. Oui. Mais en fait, le bouche à oreille, ça donne pas une idée forcément très claire de qui est la personne. Non. Hein, moi je pense que rien ne remplace peut-être pour mon église, mais rien ne remplace la vidéo finalement, parce que regardez, alors le bouche à oreille, ouais, elle était bien, elle était bien, vous peut-être que vous la trouverez pas bien. Voilà. Au téléphone, bon d'accord. Et puis alors, les textes, alors c'est quoi les textes? Les textes de présentation, parce que ça joue vachement, les textes de présentation. Qu'est-ce que vous mettez? Vous avez des petits prospectus? J'en ai jamais fait encore. Et alors, ça fait, je sais pas combien peut-être une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai des élèves, j'ai des cycles, j'ai des élèves qui viennent. Et... Au fond, c'est une source que vous ne connaissez, vous constatez que ça marche et vous savez pas d'où c'est. C'est une source qui vous amène des personnes, vous savez pas exactement comment vous faites rien pour y arriver pour ça. Non, parce que j'ai jamais vraiment fait de publicité et c'est la première fois d'interview comme ça. Parce qu'à l'AFTA, par exemple, ils mettent en ligne des petits CV, voyez-vous. Oui. Alors, ils ont 3 ou 4 questions, tout le monde répond à ces questions. Mais est-ce que vous, monsieur, vous pensez que ça marche, comme publicité, ça, c'est... Non, mais c'est... c'est la question qu'on se pose, c'est presque un problème de déontologie. Comment la personne doit se présenter? Oui. Est-ce qu'elle peut se contenter de se présenter avec un texte? Après tout, ce texte, vous pouvez très bien prendre un texte qui vous plaît, puis vous le récupérez, vous le mettez vous-même. Oui. Un texte, ça peut se copier, ça peut se récupérer. On peut mentir sur un texte, on peut mettre de belles phrases, et puis finalement, etc. La vidéo, on ment moins. Surtout quand on a des entretiens qui sont assez vivants, la personne, on voit vraiment qui elle est, on voit vraiment comment elle fonctionne. Oui, tout à fait. Mais là, par exemple, voyez-vous, moi, c'est vrai que finalement, ce qui est bien avec votre forme d'astrologie, moi je trouve, parce que moi je suis très dans le prévisionnel, c'est justement de toujours se dire, mais parce que moi je me bagarre souvent avec certains astrologues qui me disent, ah, elle est comme ça, d'après son thème natal. Moi je lui dis, mais non, mais c'est vrai que c'est la facilité. Mais beaucoup d'astrologues, même quand ils ont acquis certaines connaissances de techniques prévisionnelles, ne s'en servent pas de manière systématique, voyez-vous, parce que c'est... Ah bon? Ben non, parce que c'est pas facile. Bon, il faut regardez, par exemple, connaître un thème natal. Bon, on connaît un thème natal, on reste un thème natal. Maintenant, regardez les transits à ce moment-là, en sachant qu'un peu plus tard, il faudra re-regarder. Enfin, je veux dire, le thème natal, c'est une chose qui est fixe une fois pour toutes. On a ça. Tout ce qui est prévisionnel, ça évolue. C'est un travail. Il y a des gens qui sont trop paresseux, voyez-vous, ils ne veulent pas faire ce travail. Moi, je dis à mes élèves et tout ça, on doit toujours être conscient des planètes qui sont dans le ciel aujourd'hui, c'est tout. Oui, mais vous vous rendez compte, pour soi-même, bon d'accord, mais vous reconnaîtrez que c'est pas... C'est quand même pas simple. Non, mais ça veut dire qu'on doit tout... Et comme... Ah oui, il faut savoir... Ah oui, tous les jours, il faut savoir où sont les planètes. Voilà. Mais vous ne savez pas forcément où sont les planètes dans les thèmes des gens que vous croisez. Ah non, non, non. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les gens avec lesquels je suis en relation. Bon, mes élèves, elles doivent connaître leur thème. Par exemple, les élèves connaissent leur thème et les transits toujours. Mais pas celle de leurs collègues. Pas celle de leurs collègues. Pas celle de leurs les autres élèves. Sauf petit à petit. Il faut quand même une mémoire...
imaginez. Moi, c'est ça qui me fait problème avec les transits, c'est que ça suppose une grande mémoire. Et je crois que je l'ai, moi. Enfin, comment dire, sans prétention du tout, hein. Mais c'est vrai que ça suppose une grande mémoire. Mais moi, vous savez, si je regarde un thème... Degré de chaque signe, de chaque planète. Voilà. Si je regarde un thème, il faut que j'ai le thème du consultant sous les yeux, je peux, dans les minutes, dire les transits. Oui. Ça, c'est très... Enfin, moi, je ne peux pas concevoir l'astrologie sans... Mais ça, c'est pas... Quand vous avez le thème sous les yeux, on peut trouver les transits, mais il faut encore déjà... Il faut d'avoir le thème sous les yeux. Oui, mais est-ce qu'on a tout le temps le thème des gens qu'on rencontre sous les yeux? Ben non. Non, mais par exemple, si les personnes avec qui vous vivez... bah oui, voilà. Les plus proches, oui. Et à ce moment-là, justement, il y a un problème, moi, qui se pose à moi, que j'ai souvent posé, c'est que... ce sont des prévisions, disons, un petit peu individuelles, hein, dont on parle. Oui, pour l'instant, oui. Et pourtant, comme vous le savez très bien, il y a des phénomènes collectifs, il y a des événements collectifs. Ah, oui. Alors, moi, je suis assez sceptique sur cette... Regardez, même dans un couple, alors vous avez vos transits à tel moment, oui. Puis l'autre à un autre moment. Oui. On a l'impression que tous ces gens sont chacun aurait son petit destin à lui, avec même un retour de Saturne. Non, mais vous avez le retour de Saturne. Vous, c'est tel moment, l'autre personne, c'est le moment après. Ah, mais lui, il a son... Enfin, dans un couple, ou si on prend deux personnes, ben, on a tout, aussi bien nous deux, on a tous les deux un retour... Enfin, pas un retour de Saturne, mais un Saturne qui est quelque part. Oui, mais ça ne sera pas au même moment. Ah non, ça ne sera pas au même moment. Donc, et pourtant, vous vivrez des choses ensemble aussi. Pourtant, alors, le vécu ensemble, c'est ça. On a l'impression, en vous entendant, qu'on ne sait pas, je ne sais pas ce qu'en pensait Ruperti, oui. qu'on n'arrive pas à traiter du vécu ensemble. On parle du vécu personnel. On sait que le mot l'astrologie humaniste, ça n'existe pas en anglais. C'est self-centered. Enfin, c'est le mot personnel qui est important. Voilà. Donc c'est l'astrologie de la personne. Oui, de la personne. D'ailleurs, l'un des livres de Rudyard, c'est l'astrologie de la personnalité. Mais on a l'impression, alors par rapport à cette question que je vous pose, je me la pose en tant qu'astrologue humaniste, puisque vous êtes aussi ça, qu'est-ce qui est vécu en commun partout. D'un côté, on voit bien que économiquement, socialement, voilà, politiquement, les gens partagent des choses ensemble, oui, évidemment. Oui. Et l'astrologie, on a l'impression qu'elle parle justement de ce qui n'est pas partagé, de ce qui est différencié. Est-ce qu'on pourrait dire... Ce qui est individué, oui, je ne sais pas si vous... Oui, ben c'est ce que disait M. Ruperti, justement. Mais est-ce qu'il entendait ça par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par individuation? L'individuation, est-ce que c'est pas justement dans ce collectif, dans tous ces conditionnements collectifs que nous partageons, comment chacun va le... Donc l'astrologie serait un moyen de mettre en dialectique le conditionnement collectif et la problématique individuelle. Le conditionnement collectif et la manière dont l'individu va s'inclure le transit, normalement, effectivement, c'est déjà du collectif. Ben oui. C'est un collectif dont on va voir les répercussions sur chaque thème. Mais il est déjà le collectif, au départ. Voilà, exactement. Sauf que, ça, sur ce point, j'ai eu pas mal de discussions, sauf que, normalement, les transits principaux, ce seraient déjà les plus intéressants, ce seraient plutôt les planètes qui sont déjà en aspect avec une autre planète dans le ciel. Ah oui. Ben oui, par exemple, si vous avez par exemple une opposition Saturne-Mars dans le ciel, oui, il y a déjà quelque chose qui existe au niveau collectif. Oui, exact. Après, on peut regarder dans le... Voilà. Parce que si vous avez... Par contre, si vous avez Saturne à 17 degrés du Scorpion, oui, bon, vous allez regarder comment ça se répercute dans les thèmes des uns et des autres, mais Saturne à 17 degrés du Scorpion, c'est pas forcément en soi une configuration intéressante. Oui, il faut qu'elle soit reliée, enfin c'est bien quand elle est reliée à une planète personnelle, pour que comme ça, à ce moment-là... Mais aussi, oui, il y a une planète personnelle dans le ciel. Dans le ciel natal. C'est ça. Donc, en fait, il faudrait étudier que des transits où il y a déjà deux planètes qui sont en aspect. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on dirait, voilà, il s'est passé quelque chose du fait de l'aspect entre ces deux planètes. Voilà. Voyons maintenant comment ça se passe au niveau d'une personne donnée. Mais souvent, dans beaucoup de cas, on fait le transit d'une planète qui est dans un endroit complètement quelconque, oui, qui n'a pas d'aspect avec une autre planète. C'est vrai. Ah oui, c'est un peu abusif, vous comprenez? Oui. Parce qu'à ce moment-là, on décroche complètement l'astrologie mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelque chose du collectif qui est déjà posé. Oui, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'on a fait par exemple cette année, Saturne-Uranus, c'est déjà posé dans le collectif. C'est ça. Dans le collectif, c'est posé. Oui. On le travaille toujours à dire qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci dans le collectif, l'histoire du pape, l'histoire... Voilà.
l'histoire de ceux qui partent oui. dans la cosmologie. Et après, on essaye de voir dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Oui. Et même à la limite, même dans le premier temps, on pourrait dire, voilà, déjà, voyons ce que ça donne au niveau du collectif. Exact. Déjà, oui. Parce que c'est un vécu aussi qui s'impose à nous. Oui. Et dans un deuxième temps, ah oui, mais moi, dans mon cas particulier, ça va tomber dans telle maison, etc. Voilà. Et c'est dans un deuxième temps. Et à la limite, dans un groupe, il faut déjà travailler sur le premier temps. C'est ce qu'on a fait cette année. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis... Ah. Oui, vous le dites, c'est exactement ce qu'on a fait cette année, c'est ça que je me rends compte. Bah oui. C'est qu'on démarrait toujours 1 heure, 1 heure et demie, avec qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci par rapport à Saturne opposé Uranus. J'ai dit ça par hasard. Oui, vous avez dit ça par hasard, parce que et c'est la première année qu'on le fait. C'est peut-être Saturne-Uranus qui le... Non, ça vient du fait que justement, enfin ça c'est un premier, ça vient du fait qu'actuellement il y a des configurations mondiales qui favorisent la prise de conscience d'un vécu collectif, si vous voulez. Ah, ben voilà, ça donc c'est pour ça que ça vous a amené, voyez-vous. Complètement. Un vécu collectif, c'est-à-dire qu'il faut quand même déjà parler de ce que nous avons ensemble à vivre. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Chacun venait avec une idée de son... D'ailleurs, la crise elle-même, c'est un collectif qui s'impose à nous, qui est partagé. Donc c'est normal que vous ayez pensé un peu à regarder une configuration de crise au niveau du mondial, et voir ensuite, dans un deuxième temps... Et ça, donc vous voyez, je crois qu'on pourrait conclure sur ce point déjà, c'est-à-dire qu'il faut faire du prévisionnel, parce qu'il faut toujours resituer la personne, mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui sont vécues ensemble. Tout à fait. Non, mais ça c'est très très important, vous avez raison de le ramener. Vous avez... Non, mais c'est sûr. C'est parce que sinon, sinon ça n'aura pas d'intérêt d'être là, ensemble. Et puis on sait bien à quel point, quand même, on est tributaire du collectif. Donc il ne faut pas que l'astrologie soit complètement... que nous mettre dans un monde comme ça où on n'a rien à voir avec les autres. On a un petit... Comme si notre destin n'était pas déterminé aussi par les autres. Non, pas complètement. Non, parce que d'ailleurs, ça pose le problème des transits. Qu'est-ce que c'est qu'un transit sur un thème, comment vous expliquez ce phénomène du transit, enfin je veux dire, scientifiquement je dirais presque, enfin je veux dire, scientifiquement vous direz dire, il y a telle planète qui passe à tel degré, mais comment ça... Ça j'arrive pas vraiment à... Vous êtes bouddhiste, alors est-ce que vous avez... parce que par exemple, justement j'avais envie de vous poser la question, vous savez la différence entre hindouisme et bouddhisme. Oui. Parce que l'hindouisme, lui, il est polythéiste, en fait. Oui, alors que le bouddhisme n'est pas de Dieu. Or, l'astrologie, quelque part, elle a un côté polythéiste. Tout à l'heure, vous nous en parliez, d'ailleurs. Vous nous disiez, il y a tel Dieu qui a donné son... Alors, donc, finalement, pour un bouddhiste, c'est un peu surprenant, cette fascination pour la multiplication des dieux. C'est pas tout à fait... Les énergies, alors, à ce moment-là. Oui, non, mais un bouddhiste devrait avoir une astrologie beaucoup plus centrée. C'est-à-dire beaucoup plus... avec des axes beaucoup plus axés. Alors que le hindouiste, il va être excité par la diversité du monde, par la diversité de la manifestation, etc. Donc vous êtes un petit peu hindouiste sur les bords en tant qu'astrologue. J'ai l'impression, parce que quand quelqu'un qui vous écouterait, il dirait, ah là là, encore un dieu nouveau qui est incarné. On ne peut pas entendre ça dans la bouche d'un bouddhiste. Non. Sauf que dans la tradition bouddhiste, il y a cet état infini de l'univers, où tout peut se manifester. Voilà, c'est ça. Alors, tout peut se manifester, mais en gardant quand même le sens du centre, non? Oui. Le centre, mais tout peut se manifester. Oui. Mais de toute façon, le thème astrologique est bien clair que c'est pour aller au centre qu'on a tout ce dessin. Hein. C'est bien le centre de nous-mêmes que nous recherchons. Alors, attendez, parce que là, je voudrais comprendre quelque chose. Parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé des phases, des transits. Bon, alors comment est-ce qu'on travaille sur le centre en astrologie pour vous? C'est quoi? C'est le centre donc là on revient au thème natal, non? Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait dépasser. En fait, le thème astrologique, pour moi, c'est un conditionnement. Alors le centre, c'est quoi le centre? C'est astrologique ou c'est pas astrologique le centre? Quand vous parlez là, c'est le soi, Oui, c'est au-delà de tout. Oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, c'est même au-delà de l'astrologie. C'est au-delà de l'astrologie. Donc c'est pour ça qu'un jour, Alama m'a dit, ce n'est que... Qui? Alama m'a dit, ce n'est que le thème astrologique, ce n'est qu'un moyen de comprendre l'interdépendance des choses, de tout. Oui, et puis de la manifestation. Et puis un jour ou l'autre, on n'a plus besoin du tout de travailler avec son thème. Oui. Alors Ruperti, pensez aussi comme ça, qu'il ne fallait pas trop se centrer sur son thème? Parce qu'effectivement, déjà, s'intéresser aux phases,
ça déjà prendre de la distance par rapport au thème. Voilà. Donc déjà, inviter les gens à regarder comment le thème évolue, c'est déjà les obliger à ne pas trop somnubiler sur leur thème astral, ce qui est souvent malheureusement le cas. Sur les planètes, on dit bien, sur les positionnements initiaux. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a des gens qui ne... Encore aujourd'hui, je crois que même 80% des astrologues, en pratique, il n'y a que le thème qui compte, hein, que le thème natal. Ah oui. Non, je veux dire, sans aucune évolution. Ah oui, Moi, j'entends les astrologues porter des jugements sur les personnes. C'est le thème natal qui leur... C'est pas un tel est en train de passer par une phase X ou Y. C'est très rare d'entendre ça. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pas courant. Ah oui. On est encore dans un processus centré sur le moment de la naissance, avec même pas de direction, simplement. Moi, j'entends beaucoup d'astrologues parler, c'est ça, c'est le thème. Et ils veulent absolument, ils se complaisent à dire, voilà, celui-là, avec un thème comme ça, il peut faire que ça. Il a une telle attitude. Et quand les gens parlent d'eux-mêmes à d'autres astrologues, souvent c'est, vous avez votre thème comme ça, et puis moi j'ai mon thème comme ça. Oui. Non, mais par contre... D'ailleurs, c'est le grand jeu, vous savez, le jeu de la synastrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, parce que justement, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas évident la synastrie ici. J'aime beaucoup faire les synastries, par exemple, voir les points, les correspondances que nous avons entre nous. Et alors la synastrie, c'est comme le thème natal. C'est deux thèmes, deux thèmes qu'on fait, alors, et puis donc, on les met les uns, on les met les uns, pourquoi pas. Attendez, ouvrir que dans cette ville de Dijon où nous sommes là maintenant, eh bien, nous avons organisé un colloque en 93, et que Cécile Blanc était déjà venue à ce colloque il y a 16 ans. Alors, il y avait Richard Pellard, il y avait Bernard Blanchet, il y avait des tas de gens qui étaient venus, même Christian Droyer aussi. Christian Droyer était là, il y avait Thérèse Coudry était là. Voilà. Marie Desclos. Oui, Marie Desclos, bien sûr, oui. Denise Dapré, Dorothée Calou, etc. Et alors moi, donc à l'époque, j'étais juste étudiante d'astrologie, et j'avais été vraiment impressionnée par justement cette diversité d'expression des personnes. Je sais pas, ça devait être des conférences de toutes sortes. Et là, je m'étais justement rendu compte que, puisque j'étudiais dans un petit espace, et je m'étais rendu compte que vraiment l'astrologie avait des tas de facettes que j'étais bien loin d'imaginer. Qu'il pouvait y avoir tant de passionnés différents. Donc après vous allez aller à d'autres colloques par la suite, Cécile? Alors après, j'ai été au colloque tous les colloques organisés à Paris, comment il s'appelle Yves Le Noble. Yves Le Noble, tous. On s'est jamais rencontrés là-bas? Moi j'y étais très souvent. Ah oui, mais on avait un stand. J'avais dû prendre des papiers sur votre stand. Ah oui, c'est ça. À l'époque, j'aimais bien ces colloques parce qu'il se passait dans le grand palais des congrès, il y avait du monde. Oui, il y avait des salons, et vous étiez aussi inscrit pour les conférences, bien sûr. Ah oui, conférences tout le temps. J'ai été plusieurs années. Chaque fois c'était consacré à une planète différente. Oui, voilà, et puis les signes et tout ça. Voilà. Ah, j'ai tous les opuscules, tous les actes des colloques. Oui. Vous avez toute la collection. J'en ai beaucoup, oui. Et ça, vous savez que tout ça n'a jamais été filmé. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y avait des grands intervenants, M. Ruperti intervenait. Joël de Gravelaine, Solange de Baïnet. Ah oui, il y avait vraiment bon. Mais disons que le premier congrès d'astrologie auquel j'ai participé en 93, toute jeune étudiante, c'était le vôtre. Mais ça, à l'époque, je ne savais pas du tout. Et donc il a été filmé, on en a pas mal de... Ah oui, c'est bien. On va le mettre en ligne un jour. C'était très très intéressant, surtout de voir qu'il y avait cette astrologie des étoiles que je ne connaissais pas du tout. Alors ça, c'était représenté par un éclos. Voilà. Astrologie sidéraliste. Voilà. Et puis conditionnaliste aussi, il y avait... Oui, c'était M. Blanchet. Voilà, alors là, je ne connaissais pas du tout non plus, puisque c'est encore une branche de l'astrologie que j'ai découverte, enfin. Et puis il y avait aussi un docteur en philosophie qui s'appelait donc Patrice Guinard, Hervé Guinard. Oui, je me rappelle. C'est ça. Ah ben, c'était... Et là, maintenant, il n'y a plus de congrès organisé par votre association? Si, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent maintenant. On fait beaucoup de réunions dans toute la France. Moi, j'appelle ça des colloques itinérants. Ah, d'accord. Oui. Par exemple, c'est-à-dire que moi, je circule sur 5 ou 6 villes, je discute avec des gens, et puis ça fait un colloque. Donc vous faites partie d'un colloque, là, par exemple. Sans savoir. Non, mais pas seulement avec les gens qui sont venus, mais avec tous ceux que j'ai rencontrés depuis 8 jours. Ah, d'accord, ok. Donc il y a eu une succession, je ne sais pas, une vingtaine d'heures de rencontres. Et puis on va en trier. Et tout ça se récupère. Donc
Voilà. C'est pas, les gens n'ont pas fait l'effort de venir se réunir, mais c'est moi qui suis allé vers eux. Ah oui, oui, d'accord. Mais finalement, quelque part, ça fait une unité. Ben oui, c'est bien. Oui, parce que le monde astrologique, maintenant, il n'y a plus le... il y a quand même toujours les réunions de Lyon, et de Bordeaux d'ailleurs. Ah oui, mais Lyon, je ne connais pas vraiment. Bah, ça fait quand même des années. Hein, c'est le CEDRA, non? Non, c'est le RAO. RAO, ah d'accord. Vous avez tous les renseignements là-dessus, sur les RAO, tout ça. Mais enfin, Dijon n'est pas très loin de Lyon quand même. Non, une heure. Vous devriez, tous les mois, tous les ans, à la fin octobre, il y a le colloque de Lyon. Voilà. Et puis là, le 30 mai, il y a un colloque pour la deuxième fois à Bordeaux, où je vais aller, organisé par l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Oh, d'accord. En fin de compte, le sud bouge beaucoup. Parce que maintenant, il y a moins de choses au nord, mais il y a aussi les journées des Cévennes. Ah oui, ça j'avais vu. Les journées astrologiques des Cévennes qui ont lieu ce week-end. Ah d'accord. Dans le Hérault. Et vous allez y aller alors? Ben, je crois pas, non. Non, oui, parce que... Il y aura Éric Berruc, il y aura Samuel Jean Gutenberg, il y aura Claude Jarry des Loges, il y aura Jean-François Berry. Ah oui, qui est humaniste. Qui est astrologue et musicien, je crois. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh ben, dites donc, c'est du travail alors d'aller rencontrer tous les astrologues. Non, mais moi je les rencontre par un autre pied là actuellement. Oui. Ouais, c'est bien. Mais justement, moi je suis un passionné de l'astrologie. Moi je suis même plutôt un adversaire des thèmes natals. Moi je fais pas de thème natal. Mais alors, je vous ai coupé là, vous étiez en train justement de nous parler de ce... quelque part, vous êtes en train quand même d'apporter un bémol, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que finalement, on cherche quand même ce qui fait la centralité de la personne. Alors c'est quoi? Non mais tout à l'heure vous me parliez, c'est-à-dire que quand même vous allez regarder le thème astral, et vous allez dégager quelque chose qui va être permanent en quelque sorte. Est-ce que parce que par vous, Cécile Blanc, est-ce qu'il y a de la permanence au niveau de votre personnalité au niveau astrologique? Est-ce que dans votre thème il y a des choses qui sont récurrentes et qui sont persistantes? Ou est-ce que c'est uniquement des questions de transit? Vous êtes aujourd'hui comme ceci, demain vous serez autrement? Les conditionnements sont... Parce que l'astrologie, c'est le conditionnement? Non, c'est pas que le conditionnement, justement. On voit le conditionnement et on voit les moyens de se déconditionner, je pourrais dire. Ah oui, d'accord. Enfin, mais alors, les moyens, alors comment? Alors c'est l'astrologie qui fournit les moyens de se conditionner ou le conditionnement? L'astrologie explique le conditionnement. Alors c'est quoi le conditionnement? Le thème astral nous parle du conditionnement de la personne? Le conditionnement cosmique? Oui. Bon, et l'astrologie fournit aussi les moyens de se déconditionner par les prévisions. Les cycles eux-mêmes sont des conditionnants. Voilà. Ils déconditionnent. Voilà, les cycles sont des conditionnants. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement, je comprends très bien. C'est comme ça que parce que le cycle vous oblige à vous renouveler, donc à remettre en question ce que vous aviez installé à votre sujet. Voilà. Parce que c'est continuellement l'évolution, sinon, si c'était figé, quel moyen on aurait de se transformer? On est ici pour se transformer, sinon... donc, le thème, à la fois, c'est bien parce que le thème, il nous montre comment on est conditionné, mais il nous montre aussi ce à quoi on peut parvenir. Mais en fait, il faudrait parvenir à l'intégration, au dépassement total du zodiaque, ou l'intégration de tous les signes, de tout... Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens d'être qu'un signe. Une énergie. Oui. Il faudrait... Donc il y a des gens que ça ne gêne pas, au contraire, ils aiment bien mettre une étiquette simple sur les gens. Ah bah oui, mais c'est pas... Enfin, alors, comme je dis aux gens, on a tous le zodiaque, on a les 12 signes du zodiaque en nous. Oui, bien sûr, mais enfin, effectivement, non mais moi, grâce à vous, je découvre un peu mieux l'astrologie. Je trouve que finalement, il y a des choses qui ne sont pas toujours très bien expliquées, hein, parce que... Alors, donc finalement, vous pourriez par exemple me dire, vous concernant, quels étaient les conditionnements forts de votre thème, et qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a évolué? Maintenant, comme je suis à mon retour de Saturne, on peut parler de Saturne, oui. Comme étant un conditionnement. Mais bon, il y a Pluton, Uranus, bon bref, mais... Alors Saturne, c'est un conditionnement ou un déconditionnement? Alors le retour de Saturne, il est conditionnant ou déconditionnant? Pour moi, il est déconditionnant. Pour moi, il est déconditionnant. Voilà. Mais mon conditionnement saturnien était là au départ. Dans une maison, dans un signe, et voilà. Et donc à ce moment-là,
Alors donc vous allez faire alors donc le retour de Saturne, vous allez le présenter à vos élèves ou à vos clients comme un processus de déconditionnement. Bah, oui. Et qu'est-ce que ça va être? Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'on va se déconditionner? Par exemple, n'importe quoi, par exemple par rapport à Saturne, ça peut être la loi du père, mettons, nous on a interprété ça comme ça. Il faut que je regarde mon Saturne, de quelle maison il est maître, d'accord? Je vais entrer dans mon Saturne, la position natale de mon Saturne, et puis quand il va y avoir des transits en carré, en opposition, en cycle sur mon Saturne, j'ai des opportunités de le contacter, de contacter ce qu'il disait au départ, et puis de le faire évoluer, le changer, presque de me l'approprier, d'en faire quelque chose pour moi, pour qu'il ne soit pas comme par exemple la loi du père, si on prenait Saturne comme étant la loi du père. En tout cas, il y a un domaine, je ne voudrais pas être ironique, mais il y a un domaine où vous n'êtes pas trop déconditionné, c'est par rapport à l'astrologie. Attendez, je vais vous
certains retours devraient nous faire évoluer, nous déconditionner. Enfin bon. Ben oui, oui. Mais alors, bon, puisque nous sommes dans le domaine de l'astrologie, est-ce que vous imaginez que quelque part, par exemple, vous puissiez modifier votre rapport à l'astrologie sous l'effet d'un retour de Saturne ou de je ne sais quelle configuration? Oui. Parce que l'astrologue, après tout, en tant qu'astrologue, il faut déjà arriver à se renouveler soi-même du point de vue de son rapport à l'astrologie. Tout à fait. Ou du point de vue de sa conception de l'astrologie. Oui. Et ce serait amusant de voir quelqu'un, par exemple, qui parlait beaucoup du conditionnement astrologique, mais qui en même temps, par rapport à l'astrologie, il serait complètement figé. Oui. Oui, je comprends. Pas par rapport à sa vie, pas par rapport à sa personnalité, mais par rapport à son discours sur l'astrologie. Oui, d'accord. Et vous savez que l'astrologie souffre beaucoup d'un certain manque de renouvellement. Oui, oui, les gens oui. sont souvent très conservateurs, oui, et les générations passent, et finalement on parle de la même tradition, voilà. On s'attache aux mêmes bases, oui, mais comme on parlait tout à l'heure. Et donc là, on n'est quand même pas très dans le déconditionnement par rapport au savoir astrologique. Je ne parle même pas par rapport à l'influence des astres. Oui, parce que ça, c'est une réalité, l'influence des astres. Mais le discours sur cette influence des astres, il est quand même très figé. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'en pensait notre ami Ruperti, que j'ai très bien connu à une époque où il n'était pas très connu d'ailleurs. Mais c'est une bonne question que vous me posez à ce moment, parce que ça touche vraiment... mon rapport à l'astrologie est complètement d'actualité. Parce que imaginez par exemple que vous mettiez ça sur le tapis avec vos élèves, vous lui dites, écoutez, voilà, il y a une configuration qui, un aspect notamment dans le ciel, comme ça, qui impliquerait un certain mouvement. Des choses, un certain changement. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, envisager de travailler l'astrologie autrement, par exemple? C'est-à-dire d'adopter de nouvelles idées sur l'astrologie, d'essayer autre chose, de ne pas dire ça marche donc je le garde ou je ne sais pas quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. On a l'impression que l'astrologie c'est un poids lourd, c'est un boulet, c'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup. C'est vrai. On fait bouger l'astrologie, enfin l'astrologie est une source de mouvement, mais la source de mouvement, elle parle beaucoup des autres, mais elle ne parle pas beaucoup d'elle-même au niveau du mouvement. Elle fait bouger les gens, mais pas elle-même, elle ne bouge pas beaucoup. Et alors, comment on va faire bouger l'astrologie alors? Ça c'est un vaste programme. Ça, de ce côté-là, ce n'est pas les problèmes qui manquent. Par exemple, vous parlez tout à l'heure de l'astrologie conditionnaliste. Oui. Je ne suis pas conditionnaliste, mais il est certain qu'à un moment donné, l'astrologie conditionnaliste a représenté un mouvement pour l'astrologie. Oui. Un mouvement, un renouvellement, de même que les sidéralistes aussi. Oui. Donc, si vous voulez, bon. Alors, vous me direz, l'introduction de je ne sais pas quelle planétoïde là, dont vous parliez, je ne me souviens plus très bien comment vous l'aviez appelé d'ailleurs. Bon, ça peut être aussi un changement. Oui. Un petit changement. C'est-à-dire que on garde quand même l'infrastructure générale, les planètes, mais on rajoute une petite pincée de je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, on dit, voilà, ça y est, on s'est renouvelé, mais c'est un petit peu superficiel, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui garderait son ancien habillement et qui mettrait un petit bijou supplémentaire, mais qui finalement garderait complètement ses anciennes chaussures, ses anciens vêtements. Oui, alors, c'est le petit gadget qui donne l'illusion qu'on a changé, mais finalement pas grand-chose. Oui. Alors, pourtant les occasions de changer ne manquent pas. Moi-même, je suis un vecteur de changement assez puissant. Je propose d'autres regards, d'autres façons de vivre l'astrologie. Complètement. Oui. Mais je ne suis pas là pour en parler avec vous. Enfin, j'en parle quand l'occasion se présente. Mais pour vous dire que le problème de... Je vous prends un peu au mot, si vous voulez, au pied de la lettre, en me disant finalement... alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, quand même, sans rentrer dans le détail, c'est la possibilité justement de délester l'astrologie de certaines choses. C'est-à-dire de dire, je prends par exemple un cas qui est assez fâcheux, c'est le cas de Pluton. Oui. On va voir si vous êtes... si vous voulez, certaines personnes disent, après tout, Pluton, maintenant, il a eu des problèmes. Avec l'Iris. Voilà, il a eu des problèmes, on ne sait plus très bien. Pourquoi le garder ad vitam aeternam? Oui. J'ai une amie qui s'appelle Françoise Ruot, Lune Soleil, qui a développé des positions en disant, après tout, c'est une position qui a une certaine logique, c'est pas forcément la même, c'est amusant, elle dit,
Pluton est apparu, et Pluton disparaît. Oui. Donc, si on donne beaucoup d'importance à l'apparition de quelque chose, pourquoi pas aussi à sa disparition? Peut-être que les choses n'ont qu'un temps. Tout à fait. Donc, bon, alors, maintenant, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais Pluton, de toute façon, c'est pas concevable que de toucher à Pluton, j'ai des résultats, et ces résultats, il les pose comme quelque chose d'absolument intangible. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'y revenir. » Voilà. Et moi, ça, c'est cette chose qui est très fatigant pour moi, c'est ces discours de gens qui mettent en avant leur expérience, leurs observations, et qui verrouillent l'astrologie. Qui disent, ça maintenant, la pratique est utilisée non seulement pour manifester l'astrologie, mais aussi pour la verrouiller. Ah oui, non, mais... alors verrouiller, alors, ils ne verrouillent pas l'astrologie par rapport à ce qu'ils pourraient rajouter, mais ils verrouillent l'astrologie par rapport à ce qu'on pourrait en enlever, en décanter, en élaguer. On n'a pas le droit d'élaguer l'astrologie, voilà, c'est ça. C'est un petit peu une sorte de consensus, c'est une loi du silence un peu non dite, on n'a pas le droit d'élaguer. Alors que depuis 2006, avec Pluton, on a commencé à l'élaguer, c'est ça que vous voulez dire? En quoi faisant? Non, Pluton, on l'arrête, enfin... Ah oui, alors les astronomes l'ont élagué, oui. Mais les astrologues n'ont pas suivi. Ah ben c'est dommage. Les astronomes ont eu le courage de dire, oui. Ah, là, non, faisons un peu le ménage dans notre système. Mais à ce moment-là, on enlève Pluton, on réduit Pluton, on a Cérès qui prend une place plus prédominante. Il y a des travaux qui ont été faits sur Cérès aussi, et Eris qui prend la place de Pluton. Donc ces deux-là, il faut les remettre dans les thèmes. Non mais, ça, non, mais il ne faut pas non plus avoir peur du vide. On n'est pas obligé de rajouter forcément. Ah oui, non mais je voulais dire. C'est lorsqu'on enlève qu'on rajoute. Non mais c'est vrai, Non mais je veux dire, c'est bien d'enlever Pluton, oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je pense que, si vous voulez, vous savez que la notion de renouvellement, c'est une notion assez subtile, en fait. Parce que c'est pas forcément que les choses qu'on enlève sont mauvaises dans l'absolu. Non, c'est qu'on veut essayer autre chose, on veut rebâtir sur d'autres bases, avec d'autres principes, et que ça correspond plus aux principes qu'on avait. Bon, et ça, je sais pas, par exemple, pour dire la vérité, par exemple, je n'utilise pas les planètes au-delà de Saturne. Pierre de Lebar, c'est ce qu'il faisait. Bon, alors, donc ça va encore plus loin chez moi. Donc c'est même pas la question de Pluton. Oui. Mais on pourrait dire, par exemple, je vous donne un exemple. C'est ce qui a expliqué que, par exemple, des gens comme Nicolas ont dit, par exemple, on ne tient plus compte des domiciles des planètes, par exemple. Parce que on ne sait plus très bien pourquoi c'est comme ça. Oui. C'est vrai que dire que une planète elle est dans un endroit. Bon, maintenant, quand on vous dit mettre de 5 en 6, on n'est pas obligé d'accepter ça, à la limite. Cette dame-là, Madame Duren, elle ne jure que par les domiciles ou les domiciles respectifs. D'accord, mais très bien, mais c'est pas la partie astrologique la plus évidente, en fin de compte, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de support astronomique. C'est des conventions, attributions, une planète à un signe, en plus d'une maison, bref. On pourrait dire tout d'un coup, maintenant, on va dire que l'astrologie ne prend plus que ça en compte, qu'il faut telle et telle condition, comme pour un recrutement. On dit maintenant, on recrute autrement. Oui. On recrute sur titre, il faut avoir tel et tel profil, sinon, on dit non, écoutez, non, pour l'instant, non. Voyez-vous ? Bon, ça consisterait simplement, et chaque astrologue pourrait le faire à sa façon. Alors on va essayer de déterminer sur quel principe on accepte ce qu'on accepte en astrologie. Oui. Quelles sont les conditions requises, Alors, il faut que ce soit visible, il faut que ce soit ancien, il faut que ce soit ceci ou cela, etc. Bon, et à partir de là, on dit, alors avec ça, on va peut-être rajouter, par exemple, regardez le cas des étoiles fixes dont vous parlez. Les étoiles fixes, effectivement, on s'en sert pas. Non, je ne connais pas du tout. Donc, les étoiles, on s'en sert pas, mais elles existent. Oui. Et elles existent depuis très longtemps, depuis toujours. Bon, les nouvelles planètes, on les connaît que depuis peu. Oui. Donc, pour l'instant, on a une situation où on ne tient pas compte des étoiles fixes qui sont très anciennes et qu'on voit bien, sans télescope. Oui, tout à fait. Mais qu'on tient compte des planètes de certaines planètes qu'on ne voit pas et qui sont récentes. Oui. Bon, alors on pourrait dire tout d'un coup, non, maintenant, on va donner la préférence aux étoiles fixes par rapport aux planètes transsaturniennes, voyez-vous. Bon. Donc pour vous donner un exemple je donne simplement, moi je pourrais parler de moi, de ce genre de tout d'un coup on pourrait déclencher un renouvellement en disant on va poser telle et telle condition.
Par exemple, les nœuds, bon, ben, les nœuds, d'accord, mais les nœuds, Voilà. c'est pas des planètes, je sais pas quoi. Et puis toutes les planètes ont des nœuds lunaires en plus. Voilà, Des nœuds bon, et puis lunaires, les parts, mais on peut aussi les éliminer, voilà. et puis je sais pas quoi aussi, bon. Voilà. Une espèce de faire un peu le ménage, en disant on va partir sur on va créer un nouveau noyau, une nouvelle structure. Ça, et puis notamment aussi, alors un autre critère que je vous signale, parce que apparemment, c'est aussi la notion d'avoir un pôle central. Oui, oui. C'est-à-dire Oui. une configuration centrale qui après se démultiplie. Or, actuellement, une sorte de colonne vertébrale. Oui. Or, actuellement, on ne sait pas très bien où est la colonne vertébrale de l'astrologie. Voyez-vous. Non, ça c'est vrai. Ça va, il y a X cycles, N cycles, etc. Mais, Oui, chaque. or, dans tout si on prend par exemple le langage, ben, dans une langue, il y a des racines. Et puis ces racines, Oui, il y a un déjà, verbe. oui. On le conjugue, on le décline, on met des préfixes. Donc on a quand même un élément central qui après, on suit. Par exemple, le cas classique, c'est évidemment une planète, et puis elle est déclinée par les 12 signes. Oui, et puis elle est déclinée par les maîtrises. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même il faudrait arriver à une sorte d'axe central, à partir duquel, après, on grefferait des choses qui sont dans la diversification, dans le changement. Mais là, par exemple, c'est aux États-Unis ou c'est pas mieux que enfin, c'est pas déjà plus structuré que chez nous? Non, vous savez pas? Non, je ne pense pas. Mais je veux dire que il ne s'agit pas d'imposer un modèle en particulier, non. mais il s'agirait, disons, de créer une sorte de campagne pour l'année 2009 ou 2010, en disant voilà, que chacun essaye de renouveler un petit peu son regard sur sa propre astrologie. Ouais, Que chacun enlève des choses, par exemple, et en remette ou pas. Non. Bon, une espèce bon, il faut peut-être choisir une configuration significative. Oui, oui. En disant, bah, tant qu'à faire, autant dire, voilà, bon, il y a, je sais pas quoi, Oui. telle planète, là, et puis qu'à partir de là, on dise, bon, voilà, bon, montrons chacun qu'on peut retomber sur nos pattes et arriver à une certaine pratique, Oui. tout en ayant d'autres représentations. Oui, c'est très très correct pour notre esprit et tout, ce serait très juste de faire comme ça, mais ouais, il faut... Alors concrètement, à part comment... Oui, moi je voudrais bien essayer de faire ça. Chacun pourrait... Oui, moi je pourrais aussi bien. faire des suggestions. Oui, oui. On pourrait d'ailleurs Voilà. faire des trucs assez amusants. Moi, on ferait des réunions et puis Oui. on prendrait des groupes et puis on dirait, voilà, tel groupe, voilà, qu'est-ce que vous faites vous? On vous aiderait en quelque sorte à élaborer votre astrologie nouvelle. Oui. On ne vous imposerait pas une astrologie. On vous dirait, voilà, si vous savez que dans les groupes d'animation ou de dynamique, voilà, bon, qu'est-ce que vous mettriez en avant? On mettrait par exemple le tableau, là, puis on mettrait, voilà, qu'est-ce qui est important? Vous voudriez mettre en avant quoi? L'astrologie, ce serait d'abord quoi d'abord? Quels critères? Alors, est-ce qu'on accepte des planètes fictives? Est-ce qu'on accepte des ceci? Est-ce qu'on accepte cela? Oui, Bon, c'est ça. clair. Et puis, on mettrait en quelque sorte une sorte de cahier de charge. À partir de là, on dirait, bon ben voilà, à partir de là, on va essayer de voir une autre astrologie qui a au moins l'avantage, effectivement, comme vous disiez, d'être nouvelle. Et donc d'être nouvelle, donc ça force le cerveau à... Oui. On perd certaines habitudes, on est obligé de se renouveler, on peut avancer, et puis etc. La nouveauté, c'est très important, la nouveauté. Hein. Surtout l'astrologie. La nouveauté pour la nouveauté. Oui. Même si c'est pas forcément la condamnation de ce qu'on a fait avant, Non. c'est le fait que quand il n'y a pas de nouveauté, il y a un danger. Quel que soit, même si c'est excellent, même si le travail est excellent, il y a un danger. Alors le paradoxe, c'est que dans l'astrologie que vous pratiquez, Oui. il y a quand même l'accent sur la nouveauté, sur le Ah, bah renouvellement. oui, c'est ce que j'ai- Donc c'est c'est- à vous de montrer l'exemple. Je vais essayer. Faut que Oui. dans votre, il faut que puisque surtout que l'astrologie est importante pour certaines personnes, donc il faut qu'ils acceptent dans leur vie, Oui, dans oui. leur rapport à l'astrologie, qu'ils acceptent de la revoir, de la retravailler un petit peu autrement. Autrement, parce que ça c'est un peu le point aveugle. Oui. Hein. L'astrologie dit on va tout changer, mais surtout pas l'astrologie. Ah oui. Alors on va tout changer, les gens doivent changer, doivent évoluer, mais nous, notre astrologie, on n'y touche pas. Oh, moi je vais y toucher, alors là, ça me... Non, mais vous avez... Oui, mais cela dit, c'est pas... C'est une épreuve, c'est une épreuve, enfin je veux dire, c'est une épreuve. Tout à fait, tout à fait. Parce que... Alors vous-même, donc justement, Cécile Blanc, quel serait donc le profil d'une nouvelle de votre nouvelle astrologie? Qu'est-ce que... Bon, là par exemple, vous avez dit une chose qui paraît très courageuse, vous avez dit, bon, bah après tout, bon, Pluton, essayons de vivre sans Pluton, par exemple. Oui. Ce serait déjà un bon... J'ai voulu vous le remplacer par Céres. Voilà, ou Iris, voilà. Ouais, mais disons que déjà... essayons de vivre cette sans école, Pluton. c'est ça, déjà, cette phase, et surtout pour des gens qui considèrent que l'astronomie est importante, voyez-vous.
Oui, donc vous êtes quelqu'un qui considère que l'astronomie est importante. Oui. Donc vous auriez un excellent argument en disant, bon voilà, bon, les astronomes sont un peu les oracles de l'astrologie, c'est eux qui nous mettent en contact. Bon, alors, 2006, bah voilà, alors ils ont éliminé, voilà, bah pourquoi pas? C'est peut-être pas par hasard, peut-être qu'ils ont peut-être raison. Pourquoi ne pas le faire? Tout à fait. Et je peux vous assurer que ça pourrait être un raz-de-marée. Parce que aujourd'hui, il y a une espèce de blocage. Alors non, alors ça devient un double langage, parce qu'ils disent à la fois, oui, l'astronomie, c'est très important, les astronomes nous apportent des éléments, mais quand les astronomes commencent à enlever quelque chose, alors non, on les suit plus. Voyez-vous? Et il y a actuellement un syndrome plutonien. Ah oui. Non, on pourrait appeler ça un syndrome plutonien. Oui, je comprends. Le syndrome plutonien, c'est-à-dire, voilà, il y a Pluton, mais Pluton, oui, mais vous comprenez, on a vu tellement de choses, moi j'ai Pluton ici, et puis j'ai vu ça. Alors, pas question de... Voilà. D'accord. Mais là, je suis d'accord, parce qu'en 2006, dans le groupe, on a dit, bon, maintenant, Pluton, ce n'est plus aussi important que c'était jusqu'à maintenant. On l'a fait. Donc, aller jusqu'au bout de ça, moi, je suis d'accord. Je vais essayer de le... Surtout qu'il y a quand même des gens qui se réveillent dans ce sens. Par exemple, en Vendée, par exemple, Sainte-Françoise Rouillot, elle a développé ça. Et alors, elle a développé un argument qui est très intéressant. Elle a dit, en fin de compte, le thème est tellement riche qu'on ne peut jamais affirmer que tel facteur est absolument indispensable. Exact. Hein? Tout à fait. Alors elle dit, ben voilà, au côté, bon d'accord, vous voulez ça expliquer ça par Pluton, mais moi je vous l'explique autrement. Bien sûr. Donc il faut être aussi logique, il faut savoir que le thème c'est quand même un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que c'est quand même très complexe. Et donc dire, j'ai prouvé de manière absolument certaine et définitive que telle chose joue tel rôle, c'est excessif, c'est abusif. Ah oui, c'est abusif, complètement. C'est abusif parce que si on est honnête avec soi-même, on sait très bien que s'il n'y a pas ça, et de toute façon, d'abord, généralement, presque tout ce que les astronomes disent, il y a 2 ou 3 façons de le trouver. C'est confirmé par un aspect ceci, une position... Bon, donc, il faut quand même être honnête, c'est pas... On ne peut pas prouver de façon définitive que telle planète doit absolument être utilisée en astrologie. L'astrologie est suffisamment riche pour qu'elle puisse se permettre de se purger de Pluton, si elle le juge bon. Et de toute façon, on ne peut pas prouver de façon certaine que Pluton joue. Donc, autant, bon, le thème est quelque chose de relativement difficile à contrôler, bon, c'est regrettable. Mais au moins, que ça nous accorde une liberté. Oui, parce que Pluton conditionne beaucoup. Donc, moi, je veux dire qu'au moins que le thème soit, même le thème, bon, c'est un peu l'anarchie, mais au moins, qu'on ait au moins qu'on ait au moins l'avantage de pouvoir dire, puisque c'est l'anarchie, on a une certaine liberté de manœuvre. Or, actuellement, c'est à la fois l'anarchie, mais à la fois c'est contraignant. Donc c'est à la fois l'anarchie et la dictature. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois, vous comprenez. Donc je crois que vous êtes quelqu'un de bonne volonté. Donc effectivement, je sais pas ce qu'en penseraient vos collègues de l'astrologie humaniste. Parce que eux, ils sont bien placés aussi pour me donner l'exemple, voyez-vous. Ah ben surtout, oui, normalement. Mais il suffit que quelques bonnes personnes montrent l'exemple, et qui sait, des gens qu'on ne peut pas soupçonner, des grands révolutionnaires, des gens qui veulent tout chambouler. Oui. Et ça peut être un déclic. Donc il y a une responsabilité. Oui. Il y a une responsabilité parce que c'est vrai que des gens comme vous, qui avez un bon profil, les gens se diront, mais après tout, elle n'a peut-être pas tort, la mère Cécile. On m'a fait comme ça. Hein. Ah bon, c'est comme ça. Elle n'a peut-être pas si tort que ça. Hein, peut-être que c'est ça, la bonne direction. Oui. Ben, on va essayer d'y aller, parce que moi j'ai un groupe qui était, on est d'accord tester un petit peu les réactions, préparer bien le terrain, mais surtout montrer que c'est une façon de vivre l'astrologie, paradoxalement. La faire évoluer, c'est la vie, puisque l'astrologie nous dit elle-même qu'il faut faire bouger les choses. Donc si elle nous dit de faire bouger les choses, qu'on bouge nous-mêmes dans notre rapport à l'astrologie, qu'on la fasse bouger. Oui. Ah mais moi je veux bien bouger dans l'astrologie. Donc on pourrait faire une campagne, la fin de Pluton, et puis avec une pétition, ça serait peut-être plus marrant que de faire des histoires sur faut-il ou non prévoir, qui sont un petit peu délirantes. Parce que quand on ne peut pas ne pas prévoir en astrologie, alors surtout... Et moi, à mon avis, je trouve que c'est excessif, cette diabolisation de la prévision aboutit justement à une sacralisation du thème natal.
Ah ben oui. Parce que finalement, comme on dit tout à l'heure, quand on ne veut pas prévoir, c'est-à-dire qu'on ne veut pas... Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des astrologues qui sacralisaient, qui sanctuarisaient le thème natal, en disant oui, les prévisions, les progressions, les transits, tout ça, bon, c'est pas très intéressant. Ben si. Et ben, à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Le poids du thème natal. Oui. Le thème natal qui devient tout puissant. Bien sûr. Et Pierre de Lemar disait, tu vois, Cécile, le seul intérêt, c'est le thème progressé. Si une personne vient te voir à 50 ans, tu n'as pas besoin de monter sur le thème natal, tu montes son thème progressé. Ben oui. Et tu travailles que sur ça. Oui. Il me disait, ça, c'est le secret de l'astrologie. Enfin, pour lui, c'était un des secrets de l'astrologie. Oui. Parce que, heureusement... Oui, donc là, vous avez aussi, à mon avis, d'ailleurs, vous avez un deuxième cheval de bataille, mais celui-là, vous le connaissez bien, effectivement, c'est de dire... méfions-nous de Pluton, et puis aussi méfions-nous de cette fixation sur le thème natal. Ah oui. Mais ça, c'est encore une maladie qui est très très répandue. J'ai l'impression que vous vivez dans une espèce de petite sphère idéale, où vous avez l'impression que tout le monde est d'accord avec vous. Non, j'ai surtout l'impression que j'avance mon bonhomme de chemin. Oui, d'accord, mais en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la traîne dans cette histoire. Mais je me dis que si vous voulez, dans le monde astrologique, je ne sais pas trop si j'ai... Enfin, c'est pas que je ne veux pas avoir ma place, hein, mais je suis un peu différente quand même, oui, à la preuve. Mais oui, comme vous dites, il faudrait que je rentre dedans davantage, quoi, peut-être. Ben oui, il y a des choses que vous... pour faire passer des choses que j'ai compris. Oui, c'est ça. En tout cas, faire un peu renverser la vapeur, si vous voulez. Hein. Oui. On va faire continuer à cristalliser, à figer. Une fois, voilà. Et puis non, et à un moment donné, il faut mettre un peu de respiration. Voilà. Et puis il faut surtout, parce que vous comprenez, en réalité, pourquoi les gens ne se renouvellent pas? Parce que il faut faire la psychologie là, du non-renouvellement. Le non-renouvellement, c'est les gens qui disent mais je suis très bien comme ça. Or, qu'est-ce que les astrologues répondent? Ben, on est très bien comme ça. Ça marche. Donc, le très bien comme ça, ça n'est pas c'est l'argument, c'est l'antidote contre le changement. Oui. Il faut montrer que, est-ce qu'on est si bien comme ça que, si on n'est pas capable de se renouveler, on n'est pas si bien que ça. Voilà. On est constipé. Voilà. Donc, le Dalai Lama disait que l'évolution spirituelle, c'était de changer ses habitudes. Donc c'est bien de ça dont il est question. On a des habitudes de fonctionnement astrologique, eh bien, là, on va essayer de se renouveler. Le changement des habitudes est déjà en soi salutaire. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir plus raison qu'avant, mais il faut simplement montrer qu'on peut fonctionner autrement qu'avant, et qu'on peut encore à nouveau, qu'on peut créer une nouvelle pratique, qu'on peut réinventer une nouvelle pratique qui sera aussi bonne que la précédente, mais qui ne soit pas uniquement la répétition de ce qu'on a entendu avant. Bon, alors, si je reviens avec 3 points dans le thème et sans Pluton, vous êtes OK. Vous dites, ah oui, pourquoi pas. Ah ben moi, de toute façon, je suis un radical. Mais si je vois que vous avez déjà avancé comme ça, je me dirais bravo. Oui, je vais essayer. Et surtout si vous avez pu entraîner avec vous quelques personnes. Je vais entraîner. Mais il faut, ça va pas être triste, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Rien qu'en leur posant ce genre de questions, il va y avoir des résistances terribles. Oui, mais d'accord. Des résistances terribles. Mais justement, ces résistances terribles vont vous apprendre à quel point ils n'ont pas un rapport très franc au renouvellement. Oui, c'est ça. Parce que si quelqu'un dit qu'il se renouvelle, et que quand on parle ensemble de l'astrologie et qu'on dit, mais renouvelons, commençons par renouveler l'astrologie, commençons par... Oui. Ben là, vous allez vous apercevoir que souvent, c'est des paroles en l'air, que les gens n'ont pas une vraie envie de se renouveler. D'accord. Parce que les arguments qu'ils vous mettent en avant, c'est justement les arguments de gens qui sont là, qui sont dans la résistance. Donc c'est finalement une mise à l'épreuve. Un challenge. Non, c'est-à-dire une mise à l'épreuve de l'authenticité de leur rapport à cette idée de changement. Montrant le meilleur moyen de respecter l'astrologie, c'est de la faire évoluer. Et pas seulement d'évoluer selon l'astrologie. C'est pas d'évoluer selon une astrologie qui est figée, mais de décrisper l'astrologie elle-même. Oui, il y a une espèce de paradoxe. J'évolue, mais en utilisant une astrologie que je ne fais pas évoluer. Tout à fait, je suis d'accord. Je comprends. C'est un petit peu tordu comme raisonnement, voyez-vous, Madame Blanc. Oui. J'évolue, mais je ne fais pas évoluer mon outil. C'est l'astrologie. Oui, donc c'est une espèce de restriction mentale. Oui. J'évolue, mais en fait, je ne fais rien pour. Quoi. Bon, on peut dessiner le thème autrement, on peut...
Non, mais il y a des Non, mais constantes, par exemple, comprend. c'est vrai que par exemple, Il y a des une des constantes. questions que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est la question de savoir s'il n'y avait pas un super cycle, par exemple, un Oui, cycle central. voilà, oui, ben, Un cycle central. Et surtout, alors on a dans le problème, ne considérer que les transits de Oui. configuration qui sont en aspect. voilà. Et ne pas tenir compte des autres. Oui, Voilà, ça c'est limite, aussi- ça limiterait Voilà, déjà ça pas c'est mal. déjà aussi quelque chose que vous pourriez faire passer, Je vais Cécile. essayer, je vais essayer. Je vais d'abord l'essayer, le tester. Voilà, non mais déjà, de toute façon, ça. Oui. Voilà, donc, Les évacuer tester. Pluton, ne plus prendre que les transits de planètes dont on peut déjà dire qu'est-ce qu'elles font dans le monde, en mondial. Oui, 3, bien montrer que le thème astral, bon, il ne faut pas trop s'exciter dessus. Voilà. Bon, même si c'est à partir du thème natal qu'on fait les transits, même si c'est à partir du thème natal qu'on fait les progressions, néanmoins, le thème natal, il faut pas. Bon, et c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens vont vous dire, mais et la psychologie de la personne, c'est quoi? Donc vous avez. Bon, alors les gens, ils ont quand même parfois envie d'avoir une espèce de noyau dur de la personnalité, voyez-vous ce que je veux dire? oui, c'est pas l'astrologie qui Et bien voilà, exactement. Oui, Alors là, vous avez un autre argument que je vous salue. Notre argument, c'est de dire, si vous avez besoin d'une assise psychologique, n'essayez pas forcément que ça vienne de l'astrologie. Mais non, c'était pas fait. Non, mais c'est actuellement, les gens sont comme ça. Ils veulent que tout passe par l'astrologie. Ah non. Alors, ils ont un problème psychologique qui, au lieu de dire, bon, ben moi je suis une femme, je suis un homme, je sais pas quoi, etc. Oui. Ah, non, le thème. Donc là, vous avez encore vous ouvrirez là une chose très intéressante, c'est-à-dire tout simplement, quand il s'agit d'étudier la psychologie de quelqu'un, on n'a pas forcément besoin Pas tout à fait. que d'astrologie. Non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que On n'est non. pas, voilà. Et à ce moment-là, par contre, il faudrait que vous proposiez alors là, il faudrait que vous puissiez proposer Ah ben moi, des axes psychologiques Mais non moi, astrologiques. Ah oui, parce que moi j'ai une La psy formation. non astrologique. Oui, parce que moi j'ai une formation de psychologie, C'est psychologie. ça, mais il faudrait que vous mettiez sur le. Mais je mélange pas les deux. Et Oui. d'ailleurs, on m'a dit dans ma formation, Non. on ne peut pas. Non, il ne faut pas mélanger les deux, mais Mais non. par rapport aux astrologues, il faudrait quand même leur faire des propositions. C'est- En leur disant, parce que si vous ne Oui. proposez pas quelque chose au niveau psychologique, Oui. ils vont rester enfermés dans le thème astral. Oui, Parce oui, que non, pour non, eux, c'est leur psychologie. Oui, oui. Donc non, il faudrait que vous arriviez à élaborer un petit corpus psychologique, en disant, écoutez, si vous avez vraiment envie de vous définir, eh bien, moi je vous propose telle méthode, Oui, que j'ai. et qui n'est je pas veux astro, Non, non. Qui n'est pas- mais qui est pour les astros. Ah ben, en fait, c'est bien votre rencontre avec vous parce que ça m'éclaire sur mon chemin à moi-même, quoi. Puisque je suis cette psychothérapeute et astrologue. Oui. Et je ne fais pas les deux. Voilà. Dans l'astrologie, je ne repère pas les problématiques. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Ah vous. oui, c'est. Ça, malheureusement, regardez par exemple la dame qui est venue tout à l'heure, alors elle, c'est clair, on leur apprend à l'agapé la psycho, Oui, je sais. mais évidemment pour comprendre le thème. Oui, mais c'est pas du tout. Voilà. Mais le problème, c'est que vous êtes resté un peu trop en retrait, Oui. parce que vous avez des armes qui vous permettent de jouer, mais il faudrait que vous arriviez à ce qu'on appellerait de la psychologie pour astrologue, mais pas pour astrologue, mais pas pour Tiens, ça y l'astrologie. est. Oui, j'ai compris. C'est la C'est-à-dire, psychologie pour astrologue, mais pas pour astrologue. Voilà, pour pouvoir... parce que oui. si chez ces gens-là, on leur prend le thème natal, ils ne savent pas à quel sein se vouer, vous comprenez? Donc il faut leur donner, vous savez, c'est comme les drogués, il faut leur donner de la méthadone, il faut leur donner un produit de remplacement. Tout à fait. Hein, on ne va pas les laisser comme ça, parce que parmi vos élèves, vous assurez qu'il y en a beaucoup pour qui leur thème natal, c'est quand même très important, et c'est une base de leur connaissance d'eux-mêmes. Tout à fait. Bon. Oui. Or, donc si vous voulez qu'ils se distancient par rapport à ça, il faut leur donner autre chose. Tout à fait. D'accord, je sens. Alors, Je sens une que méthode c'est caractérologique, une méthode typologique Voilà. quelconque, Voilà. mais quelque chose, parce qu'autrement, ils ne vont pas pouvoir s'émanciper. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc pour nous résumer, apporter des éléments de psy qu'on ne va pas forcément chercher à corroborer par le thème astral, Non. au contraire, mais qui vont au contraire libérer la personne du thème astral dans le côté psy. Tout à fait. Deuxièmement, garder quand même le thème astral parce que c'est ce que la psychologie ne peut pas faire, c'est-à-dire pour déterminer des phases, voilà, des instances, etc. voilà. Troisièmement, accepter effectivement que au niveau de votre rapport à l'astronomie, eh ben, on suive dans un sens, il y a un flux, l'astronomie apporte, elle enlève, voilà, ben, on se débarrasse de Pluton et on montre que effectivement, de toute façon, on ne peut pas affirmer, il faut avoir l'honnêteté des choses,
la pratique du thème astral ne permet pas d'affirmer de façon définitive et finale quoi que ce soit, à la limite. Parce que la pluralité, la complexité, la diversité fait que finalement, on peut quasiment pas isoler un facteur. Non. Ah non. Un bon astrologue ne peut... Bon, un astrologue médiocre va dire « Ah, il n'y a que ça qui explique ça », mais un bon astrologue sait très bien que... Et d'ailleurs, c'est un bon exercice. Je veux demander aux gens, voilà, ce que vous avez dit par Pluton, on va essayer de le dire autrement. Oui, par un carré, voilà. par un... Donc on va leur faire l'exercice comme ça, on va dire, voilà, bon, on arrête Pluton, bon maintenant, bon, vous me dites que Pluton est essentiel dans votre thème, eh ben, je vais vous montrer que c'est pas forcément le cas. Je vais vous montrer que, bon, ben, il y a peut-être autre chose, Scorpion, machin, truc, qui marche aussi bien. Donc là, il faut démontrer qu'on peut réinterpréter le thème sans Pluton et qu'on peut arriver au même résultat, et que les anciens, d'ailleurs, entre parenthèses, jusqu'au 19e siècle, ne connaissaient pas ces planètes, hein, et qui faisaient quand même de l'astrologie qui était tout à fait correcte. Ah ouais, Pierre me le disait. Ah oui, pas plus loin que Saturne, tu as déjà assez à faire avec, les 7. Voilà, donc on évoque Pierre Delbar. Moi, je ne vais pas tellement discuter avec lui, je l'ai invité à des colloques, mais je veux dire, j'ai même des enregistrements. Si ça vous intéresse un jour, je vous montrerai des enregistrements de Pierre Delbar. J'ai enregistré en 87, j'avais très bien... Bon, j'ai pas de film de lui, j'ai des photos, mais j'ai un enregistrement. Mais lui, il était pour renouveler l'astrologie. Il était en perpétuel... Oui, mais peut-être qu'à l'époque, j'étais je sais pas quoi, mais on n'en a jamais parlé, et je ne sais pas exactement ce que lui envisageait comme mode de renouvellement de l'astrologie, franchement. Ah, comme mode de renouvellement de l'astrologie. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui m'a appris que le thème n'était pas figé. Ça, c'était son mode de renouvellement. Oui, donc finalement, je crois que vous êtes quand même delebarienne, finalement, peut-être plus encore qu'humaniste. Et je crois qu'en effet, c'est peut-être le moment de réactiver la pensée de Delebarre, si c'est au sens où vous l'entendez, parce que moi je ne la connais pas, mais si je la perçois à travers ce que vous dites, effectivement, ça me paraît très sain. Oui, je vais lui s'arrêter à Saturne. Ah oui, en plus, alors évidemment, moi je serais le premier ravi qu'on s'arrête à Saturne. Hein, pourquoi? Parce que les anciens ne connaissaient pas les planètes au-delà de Saturne. Non. Parce que les autres planètes sont invisibles. Elles ne sont connues que par le biais, par le truchement de la technologie. Oui. Donc, et puis surtout, elles n'ont pas eu le temps d'imprégner le psychisme humain sur des siècles et des millénaires. Sauf, disait M. Roberti, Uranus. Ah, pas sur des millénaires peut-être, bien sûr. Non. Mais sauf Uranus, qui a son cycle... Alors moi, je pense qu'on pourrait effectivement garder Uranus, si vous voulez, pour faire plaisir à monsieur. Mais il y aurait quand même le problème de Neptune-Pluton à ce moment-là. Hein. Alors Pluton, il a été effectivement un petit peu chahuté. Voilà. Alors Neptune, il y a peut-être moins de choses à se reprocher, mais ce serait bien que dans la foulée, on essaie de fonctionner. On se limite. On se limita à Uranus. Alors il pourrait y avoir des votes, c'est-à-dire par exemple on dit voilà, bon alors Pluton, on est d'accord, maintenant Neptune, oui ou non, on discute comme ça. Parce que sinon il ne s'agit pas d'être dans la vérité, il s'agit d'être dans l'idée qu'on a besoin de bouger, de changer, et bon, et que finalement de toute façon ces changements ne vont pas empêcher de faire de la bonne astrologie de toute manière. Bon, faut pas se faire faut pas se dire si vous faites ça, votre astrologie sera nulle, etc. Parce que c'est une sorte de terrorisme intellectuel. On vous dit attention, ne touchez pas à Pluton, autrement votre astrologie elle est catastrophique, elle va plus marcher. C'est ça. Ça aussi c'est la pression, le chantage en vous disant voilà, si vous touchez à cette planète-là, et puis surtout, bon, il faut un petit peu que les astrologues soient un peu moins orgueilleux. On vous dit, on a un peu assez de gens qui vous disent, vous comprenez, moi j'ai vérifié Pluton depuis des années, et donc par conséquent, il n'est pas question que l'on touche à Pluton. Moi, ce genre d'argument d'autorité, bon ben d'accord, ben oui, la personne s'est habituée pendant des années à faire Pluton, bon, et alors, et après, est-ce que ça veut dire que... Voilà. Est-ce qu'on est obligé de faire comme pareil? Non, mais même elle-même, est-ce qu'elle est obligée d'être... de continuer indéfiniment à faire la même chose pour ne pas... Donc c'est vrai, c'est pas dire qu'elle a eu tort d'utiliser Pluton, mais on pourrait presque dire, pour rentrer dans votre logique, il y a eu un temps pour Pluton. Voilà. Il y a eu un temps où, pour Pluton, maintenant on est dans le post-Pluton, voilà. Donc là aussi on est dans une logique un peu de... Les choses changent, les temps changent. Les temps changent. Il y a eu un temps de 1930 à 2006, pendant 76 ans, on était dans le domaine de Pluton. Puis Pluton, il est sorti, on essaie de faire sans Pluton. On va faire sans Pluton.
C'est comme des gens qui disent qu'ils sont végétariens, je sais pas quoi. Bon, mais écoutez, Madame, je vous remercie. Moi, aussi, j'étais contente de vous connaître. Voilà, ça valait la peine de se rencontrer. En tout cas, je ne pensais pas qu'on trouverait autant d'affinités entre nous. Moi non plus. Depuis 93. Voilà, je ne savais pas du tout, mais j'ai deviné petit à petit qu'il y avait quelque chose. Quand je me dis, tiens, elle parle de ça un petit peu autrement. Donc, j'ai capté qu'il y avait un autre souffle qui était assez rafraîchissant. D'accord. Et donc, je pense que là déjà, notre discours, il est entendu. Oui. Mais enfin, effectivement, je pense que peut-être que oui, les gens, je sais pas comment vous êtes perçus dans le milieu astrologique, enfin, vous n'êtes pas connu. Vous êtes comment? Pas voilà, connu, oui, vous faites partie de. Oui, mais donc c'est ça, vous faites partie des astrologues de la majorité silencieuse, enfin je sais pas, des gens qui oui. D'accord. Et donc justement, vous êtes moins suspect de nouveautés outrancières, etc. Mais enfin, je crois de toute façon que ça sera encore beaucoup mieux quand vous aurez déjà votre petit groupe qui ira avec vous. Voilà. Parce que tant que c'est purement individuel, mais là déjà, donc vous me tenez au courant. Oui, je vous tiens au courant. Voir si effectivement, vous pourriez faire une sorte de petite charte, ou de petit cahier de charge. Oui, mais j'ai bien compris. Et surtout aussi au niveau psychologique. Voilà, leur apporter des ingrédients en disant, bon, on comprend bien que ça risque de faire un grand vide, etc. Parce que finalement, contrairement à ce que vous croyez, vous savez, c'est souvent, ce qui se passe souvent dans l'enseignement astrologique, c'est que, dans l'enseignement même des langues, le professeur décrète une méthode, et les élèves font autrement. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'il leur dit. Donc par exemple là, moi je suis sûr que si on fouillait les conscients de vos élèves, on s'apercevrait qu'ils ne respectent pas ce que vous leur dites. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus branchés sur le thème natal qu'ils ne veulent bien l'avouer eux-mêmes. Oui, j'ai compris. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire qu'ils vous disent oui, mais ils n'en pensent pas moins. Bon, donc tant que vous n'avez pas proposé un autre type d'aliment psychologique, eh bien finalement, votre parole, c'est la voie c'est dans le désert, voyez-vous? Oui, on ne peut pas demander aux gens de faire un effort si vous ne pouvez pas leur proposer autre chose que ce à quoi ils s'accrochent. Pas faire d'illusions. C'est par exemple quelqu'un, vous lui dites, bon, tu vas plus être dealer de drogue, mais il n'a pas d'argent. Il va continuer à dealer de la drogue. Si vous ne remplacez pas autre chose. C'est un peu ça. À mon avis, ils font de la contrebande, vos élèves. C'est un procès d'intention. Ils font de la contrebande, et en fin de compte, ils font vraiment de l'astropsie lourde. Et puis, vous les écoutez. Depuis cette année, j'avoue qu'on est passé à quelque chose de plus, comme vous le disiez, mondial, plus commun à tous. Et là, on s'est moins investi dans le thème personnel. C'est sûr. D'accord. Et ça, c'est une chose qu'il faut que je préserve. C'est sûr. Il faut, voilà, donc ça vous a pris le bon oui, prix, comme ça. Par l'influence des astres qui m'a aidé à prendre ce bon. D'accord, c'était excellent. Voilà, alors vous êtes sur Paris, alors donc on aura peut-être l'occasion d'échanger au moins par email. Écoutez, oui, par email ou même par téléphone, c'est pas un problème, bien sûr qu'on pourra échanger. En tout cas, je vous dis, il y a une charmante dame là, à Luçon. Luçon en Vendée. Ah, oulala, oui, c'est la ville de Richelieu. Ah, d'accord. Non, mais elle ne dit pas qu'il veut la rencontrer. Oui, non, mais... Mais je veux dire qu'elle milite, si vous lisez, par exemple, ce qu'elle a écrit sur Pluton, vous verrez, elle a un état d'esprit c'est comme ça, elle n'est pas à côté. Elle a un état d'esprit qui est assez en phase avec le vôtre. Ah, d'accord. Bon, c'est bien d'être deux, déjà. Oui, c'est mieux d'être deux que d'être un. Alors, elle a un super site, elle a une certaine influence. Oui. C'est le site Lune-Soleil. D'accord. Lune-Soleil. Je crois que je le connais. Oui, donc elle défend ces positions-là. Ah, d'accord, Lune-Soleil, oui, je connais son site. Et d'ailleurs, on l'a interviewé sur Téléprovidence aussi. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez entendre, je crois qu'il y a une exposé, elle parle de certaines choses comme ça. Pas beaucoup, mais elle en parle un petit peu. Donc, et puis après, petit à petit, on trouvera d'autres. Il faut créer une sorte de club de ces gens qui veulent renouveler. Et puis, petit à petit, vous serez peut-être 3, 4, 5, 6, etc. Ça fera boule de neige. D'accord.